Le rire résonne dans la salle des urgences bondée, tandis que le directeur médical pointe du doigt l'infirmière de nuit de 52 ans et la traite de dinosaure incapable de suivre les progrès de la médecine moderne. Tu es fini, Evelyn. La sécurité t'escortera dehors après la fin de ton service à 6 heures du matin. Le docteur Harrison Webb se tient au centre de la baie de traumatologie, sa blouse blanche immaculée malgré le chaos du service des urgences autour d'eux. 23 membres du personnel observent tandis qu'il prononce son verdict à Evelyn Reeves, qui se tient calmement près du chariot de fourniture. Sa tenue médicale tachée par les marques d'un service de 12 heures, commencé à 18 heures la veille au soir. Pendant qu'il rine, les doigts d'Evelyn restent posés sur le cou du patient qu'elle vient de perdre, exactement sur le point de l'artère carotide que seuls les médecins de combat mémorisent pour les traumatismes sur le champ de bataille. Le jeune résident à côté d'elle ne remarque rien d'inhabituel dans le rythme respiratoire à 4 temps qu'Evelyn maintient, même alors qu'elle reçoit son avis de licenciement. Derrière eux, sur le moniteur, un petit texte clignote brièvement. Toxicologie en attente. Agent neurotoxique suspecté. Substance classifiée détectée. Mais Webb a déjà effacé l'alerte avant que quiconque d'autre puisse la lire. Evelyn hoche la tête une fois, plie sa tenue médicale avec la précision militaire qui prend exactement 6 secondes et se dirige vers la sortie. Le personnel des urgences retourne à ses tâches, persuadé qu'il s'agit simplement d'une autre nuit de garde se terminant par un résultat banal. Une vieille infirmière remplacée par quelqu'un de plus jeune et soi-disant meilleur. Aucun des 23 personnes dans cette pièce ne réalise qu'ils viennent d'assister au début de 6 heures, qui changeront tout, y compris les 2 hélicoptères de sauvetage déjà en train de recevoir des ordres de décollage d'urgence de la base aérienne à 24 km de là. Le service des urgences du Desert Springs Medical Center se trouve à 4 km de la porte principale de la base aérienne de Nellis, assez proche pour que le bruit des jets au décollage fasse trembler les fenêtres pendant les gardes de jour, mais à 3h47 ce matin de mars particulier. Les seuls sons sont le bip régulier des moniteurs et les conversations chuchotées du personnel essayant de digérer ce qui vient de se passer. Evelyn se dirige vers la salle de pause pour récupérer ses affaires. Ses mouvements sont délibérés, mesurés. Chaque pas couvre exactement 76. La même longueur de foulée inculquée lors d'un entraînement très différent il y a des décennies, les infirmières plus jeunes s'écartent sur son passage, certaines avec de la sympathie dans les yeux, d'autres avec le soulagement de celles qui croient avoir assisté à une sélection naturelle au travail. Il était temps, dit Diane Morrison, la responsable des infirmières de nuit, à son groupe près de la station de médicaments. J'ai documenté son incapacité à suivre les protocoles depuis des mois. Avez-vous vu comment elle a géré ce patient? Elle n'a même pas attendu que le docteur Webb évalue avant de commencer les interventions. Le patient dont parle Diane gît immobile dans la salle de traumatologie 3, couvert d'un drap blanc, Jane Doe, environ 35 ans, amené il y a 90 minutes, avec des convulsions sévères et une détresse respiratoire. Aucune identification, aucun antécédent médical, aucune explication pour ses symptômes. Juste une femme mourant plus vite que quiconque ne pouvait comprendre pourquoi. Evelyn avait reconnu quelque chose dans ses symptômes, le motif particulier de dilatation pupillaire, le type spécifique de rigidité musculaire, le rythme respiratoire distinctif qui précédait une défaillance complète du système. Elle l'avait vu exactement une fois auparavant, il y a 10 ans, dans un dossier médical classifié qui n'existait pas techniquement. Le chef adjudant Hayes, un vétéran de 60 ans travaillant à la sécurité de l'hôpital après sa retraite, observe Evelyn ranger ses affaires. Quelque chose dans sa posture déclenche un souvenir qu'il ne peut pas tout à fait placer, la façon dont elle redresse ses épaules tout en maintenant une apparence détendue, la façon dont ses yeux balayent chaque coin de la pièce selon un schéma, haut gauche, haut droite, coins bas, centre de masse, sorties. Il a vu ce schéma auparavant dans des endroits où de telles habitudes font la différence entre vivre et mourir. Une façon rude de terminer une carrière, dit Hayes calmement en entrant dans la salle de pause. Evelyn continue de ranger sans lever les yeux. Toute carrière finie, chef. Certaines finissent juste plus discrètement que d'autres. Le titre attire son attention une demi-seconde avant qu'elle ne continue. Elle ne lui avait pas dit qu'elle avait reconnu son grade rien qu'à sa posture.
La façon particulière dont les policiers militaires à la retraite se tiennent, même des années après leur dernier salut. Tout comme il n'a pas mentionné qu'il remarque qu'elle plie sa tenue de rechange en utilisant exactement la technique enseignée à l'entraînement de base, les coins alignés avec une précision que les écoles d'infirmières civiles n'exigent jamais, le patient dans la salle 3 ose Hayes prudemment. Vous semblez avoir reconnu quelque chose? Motif de convulsion standard. Malheureusement, nous n'avons pas pu la stabiliser à temps, mais Hayes a capté la micro-expression qui a traversé son visage quand elle a vu pour la première fois les symptômes de la femme. Pas de la confusion ou de la curiosité médicale, mais de la reconnaissance suivie immédiatement d'une dissimulation prudente. Quoi que ce soit qui ait tué Jane Doe, Evelyn Reeves l'avait déjà vue auparavant. À 4h05, la sécurité arrive pour escorter Evelyn hors du bâtiment. 2 gardes, tous deux assez jeunes pour être ses fils, se tiennent maladroitement à la porte de la salle de pause. Ils ont été briefés par le docteur Webb. Escorter l'employé licencié hors des lieux, s'assurer qu'elle rende son badge d'accès, vérifier qu'elle ne prend que des effets personnels. « Madame », dit le garde le plus grand, clairement mal à l'aise avec la mission. « Nous devons vous accompagner dehors maintenant. » Evelyn hoche la tête, prend son sac et les suit à travers le service des urgences. L'équipe de traumatologie de nuit jette à peine un regard de leur travail. Pour eux, elle est déjà de l'histoire ancienne. Une note de bas de page dans les efforts de modernisation de l'hôpital, l'infirmière plus âgée qui n'a pas pu s'adapter aux nouveaux systèmes électroniques, qui insistait sur des techniques obsolètes, qui a défié le docteur Webb une fois de trop. Si voir quelqu'un se faire licencier pour avoir fait ce qui est juste vous fait bouillir le sang, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous. Parce que ce qui se passe dans les 6 prochaines heures vous montrera pourquoi les discrets sont souvent les plus dangereux. Ils passent devant la salle de traumatologie 3, où une équipe en tenue de protection contre les matières dangereuses est arrivée pour gérer le corps. Evelyn remarque le chef d'équipe scanner un appareil de détection sur les restes de Jane Doe. L'appareil émet un motif spécifique de bip. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Un signal de détresse que la plupart interpréteraient comme un dysfonctionnement d'équipement, mais Evelyn connaît ce motif. C'est le même pattern d'alerte utilisé par les unités militaires de détection chimique lorsqu'elles rencontrent certaines substances classifiées. Le technicien de laboratoire Bradley Chen les intercepte près de la sortie, prétendant avoir besoin d'une signature sur des papiers, tandis qu'Evelyn signe. Il murmure rapidement. Le système de toxicologie a signalé quelque chose de classifié. Ça a été effacé des registres 30 secondes après son apparition. Les gardes n'entendent pas l'échange. Ils sont concentrés sur leur téléphone, probablement en train d'envoyer des messages pour dire que cette mission ennuyeuse est presque terminée. Ils ne remarquent pas la main d'Evelyn s'arrêter exactement 5 secondes avant de compléter sa signature. Ils ne voient pas ses yeux se poser sur les sorties de secours, calculant distances et obstacles. Ils ne reconnaissent définitivement pas qu'elle vient de transférer son poids sur la pointe des pieds, une préparation subtile pour un mouvement rapide. Diane Morrison apparaît une dernière fois, incapable de résister à une confrontation finale. Tu sais, Evelyn, si tu avais simplement adopté les nouveaux systèmes au lieu de t'accrocher à tes méthodes obsolètes, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais tu as toujours pensé que tu en savais plus que tout le monde. Parfois, en savoir plus signifie savoir quand se taire, répond Evelyn, sa voix stable et sans émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien qui compte maintenant? Mais cela compte, car dans 43 minutes, un hélicoptère atterrira portant un homme mourant dont la vie dépend d'un savoir qui existe dans exactement 7 esprits au monde entier. 6 de ces esprits sont déjà morts, victimes d'accidents, de suicides et d'urgences médicales qui n'étaient rien de tout cela. Le parking du Desert Springs Medical Center s'étend sur 6 hectares de désert du Nevada, illuminés par des lampes au sodium qui teintent tout d'une couleur orange maladive. À 4h15, il contient peut-être 60 véhicules, les voitures des travailleurs de nuit, quelques membres de famille veillant au chevet de malades, et 3 SUV noirs garés en formation tactique parfaite près de la baie des ambulances. Evelyn repère les véhicules immédiatement. Leur positionnement est trop précis pour être une coïncidence. Un bloquant la sortie principale, un couvrant la route secondaire. Un positionné pour une poursuite rapide. Les moteurs tournent malgré la nuit fraîche du désert. L'échappement visible dans l'air à 4. Kiddercoin. Ce ne sont pas des membres de famille attendant des nouvelles.
Ce sont des professionnels positionnés pour une interception. Les gardes à ses côtés restent inconscients, discutant de leur plan après la fin de leur service. Le plus jeune mentionne une session de jeu. Le plus âgé parle d'un petit déjeuner dans un dîner près de la base. Aucun ne remarque le rythme respiratoire d'Evelyn passé à un pattern contrôlé. 4 inspirations. Retenir 4. 4 expirations. Retenir 4. La même technique respiratoire enseignée dans les écoles de survie pour maintenir le calme sous un stress extrême. Merci pour l'escorte, dit Evelyn, alors qu'ils atteignent sa Honda Civic de 10 ans garée dans la section des employés. Je peux me débrouiller à partir d'ici? Nous devons attendre que vous quittiez la propriété, dit le garde plus âgé avec regret. Protocole. Tout dans la vie d'Evelyn a tourné autour du protocole. Le suivre, le briser, le créer, y survivre. Il y a 10 ans, elle a suivi le protocole en signant des papiers qu'elle savait faux. Elle a brisé le protocole en sauvant un homme qui était censé mourir. Elle a créé un protocole qui pouvait sauver des vies dans des situations où la médecine standard échouait. Et maintenant, elle doit survivre au protocole d'autres qui veulent qu'on la fasse taire. Les SUV noirs commencent à bouger alors qu'elle démarre sa voiture. Ils maintiennent leur espacement tactique, avançant exactement à la vitesse nécessaire pour l'intercepter à la sortie du parking. La précision parle d'entraînement, de coordination et d'intention. Ce ne sont pas des criminels aléatoires ou des menaces opportunistes, ce sont des chasseurs qui l'attendaient. Ace apparaît dans son rétroviseur, les ayant suivis dehors sous prétexte d'une pause cigarette. Il se tient près de l'entrée des urgences, son téléphone à la main, observant les SUV avec l'alerte de quelqu'un qui reconnaît un pattern de menace. Leurs yeux se rencontrent dans le miroir pendant une seconde. Il articule un seul mot, « fuis ». Mais Evelyn ne fuit pas encore. Elle roule exactement à 24 km/h vers la sortie, respectant la limite de vitesse indiquée pour le parking. Ses mains reposent à 10 et 2 sur le volant. Pour tout observateur, elle apparaît comme une infirmière licenciée quittant le travail, vaincue et docile. Le SUV de tête accélère pour lui couper la route. La vitre du conducteur descend, révélant un homme en costume noir avec une oreillette, agent fédéral, lui dit son entraînement, mais quelque chose cloche dans le tableau. Son arme est trop haut sur sa hanche pour un port standard du FBI. Son oreillette est un modèle commercial, pas gouvernemental. Son costume est cher, mais pas la coupe spécifique requise par le code vestimentaire fédéral. Evelyn Reeves appelle l'homme alors que sa voiture approche. Elle s'arrête à 4. Si. Moteur toujours en marche. Par sa vision périphérique, elle suit les 2 autres véhicules se rapprochant des côtés. Contention standard à 3 points. Sauf qu'ils ont commis une erreur cruciale. Ils ont supposé qu'elle serait seule, effrayée et docile. Ils n'ont pas tenu compte de 10 ans de mémoire musculaire attendant sous la surface de l'extérieur d'une infirmière d'âge mûr. Agent Torres, FBI, dit l'homme en sortant et en montrant un badge. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Il y a des questions sur le patient décédé pendant votre service. Le badge brille d'or sous les lumières au sodium. Tenu exactement à l'angle enseigné dans les centres de formation fédéraux pour maximiser l'autorité et minimiser l'observation détaillée, mais les yeux d'Evelyn traitent l'information à une vitesse différente de la plupart. Dans les zéros, 3 secondes où le badge reste visible. Elle catalogue 17 détails qui confirment son soupçon. Cet homme n'est pas du FBI. Puis-je voir vos crédentials à nouveau? Demande-t-elle, sa voix portant le ton incertain d'une civile, essayant de coopérer. Madame, nous n'avons pas le temps pour ça. La sécurité nationale est impliquée. La sécurité nationale, la phrase qui ouvre les portes, fait taire les questions et justifie n'importe quoi. Evelyn l'a entendue auparavant, prononcée par des hommes qui l'utilisaient pour couvrir des crimes qui horrifieraient le public s'ils étaient exposés, des hommes comme le colonel Lionel Sparks, qui il y a 10 ans se tenait dans un hélicoptère en feu et a pris une décision qui aurait dû tuer tous ceux impliqués. J'aurais besoin d'appeler mon avocat d'abord, dit Evelyn en sortant son téléphone. Pas d'appel. Sortez du véhicule maintenant. Les autres SUV ont complété leur contention. 6 autres costumes émergent, tous portant les mêmes oreillettes commerciales, tous portant des armes dans la même position non réglementaire. Quelle que soit l'agence que ces hommes représentent, ce n'est pas le Federal Bureau of Investigation. Ace s'avance depuis l'entrée de l'hôpital, son propre téléphone levé. « Hey, tout va bien ici. Evelyn, y a-t-il un problème? Sécurité. Retournez à votre poste, commande Torres sans le regarder.
En fait, je termine dans 5 minutes, répond Hayes en continuant d'approcher. Et je suis presque sûre que les agents du FBI sont tenus de permettre aux citoyens de vérifier les crédentials, surtout lors d'opérations sur une propriété privée, sans coordination avec les forces de l'ordre local. L'observation plane dans l'air. Tout vrai agent fédéral connaît les protocoles pour l'interaction civile. Ces hommes viennent d'échouer à un test de base que tout agent de première année passerait. La tension change, devenant quelque chose de plus tranchant et plus dangereux. Torres tend la main vers son arme. Pas le mouvement fluide et pratiqué d'un agent entraîné, mais la saisie agressive de quelqu'un habitué à ce que l'intimidation fonctionne immédiatement. Les mains d'Evelyn se serrent sur le volant, son corps prêt à passer en marche arrière et exécuter un virage en J qui lui donnerait des secondes pour s'échapper. Puis elle les entend. Le son commence comme un bourdonnement distant, à peine audible par-dessus les moteurs au ralenti, mais Evelyn connaît cette signature acoustique particulière. Le battement rythmique profond de 2 moteurs à turbine, poussant des hélicoptères militaires à travers l'air raréfié du désert. Elle compte les secondes, calculant distance et vitesse d'approche. 2 appareils, peut-être des variantes UH-60, se rapprochant à environ 222 km/h du nord-ouest de Nellis. Torres les entend aussi. Sa main se fige sur son arme tandis qu'il regarde vers le ciel, la confusion remplaçant l'autorité sur son visage. De vrais agents du FBI seraient pour toute opération aérienne militaire dans leur voisinage. Ils auraient été notifiés, coordonnés, inclus dans la boucle. Mais Torres et son équipe semblent genuinely surpris, alors que le son s'amplifie. « Qu'est-ce que c'est ?» demande nerveusement l'un de ces hommes. La réponse arrive sous la forme de 2 HH-60G Pave Oak, survolant l'hôpital à 61 mm, leurs projecteurs s'allumant et se concentrant sur le parking. Le souffle des rotors frappe comme une force physique, envoyant voler des papiers épars et forçant tout le monde à protéger son visage du sable et des débris piquants. L'hélicoptère de tête vire sec, descendant vers le parking avec l'agression contrôlée d'un atterrissage de combat. Le second instant contrôlé, tournant ensuite à 95 mètres avec des mitrailleurs de visée de capacité urbaine. Ce ne sont pas des appareils d'évacuation médicale, ce sont des aéronefs des opérations spéciales de l'armée de l'air configurées pour la récupération du personnel en environnement hostile. Torres trébuche en arrière tandis que l'hélicoptère de tête touche le sol à 15 mm. Ses rotors encore à vitesse de vol, prêts pour un départ immédiat. La porte latérale glisse et 3 figures en camouflage opérationnel émergent, se déplaçant avec la précision fluide du personnel des opérations spéciales. Le figure de tête, un major selon son insigne de grade, approche des véhicules contenus avec la main sur son arme de poing. Sa voix porte par-dessus le bruit des rotors avec une autorité pratiquée. « Evelyn Reeves, ne montez pas dans ces véhicules. Ils ne sont pas du FBI ?» Torres tente d'affirmer son contrôle. C'est une opération fédérale. Arrêtez immédiatement. Le major rit. Un son dur qui coupe à travers le chaos. Opération fédérale. Montrez-moi votre autorisation pour opérer sur cette installation de soutien. Montrez-moi vos documents de coordination avec les forces de sécurité de Nellis. Montrez-moi n'importe quoi qui prouve que vous n'êtes pas la racaille mercenaire que nous traquons depuis les 6 dernières heures. Le mot « mercenaire » change tout. Hayes tire son propre arme. Un entraînement vieux de 20 ans se déclenche tandis qu'il réévalue la menace. Les gardes de sécurité de l'hôpital qui l'ont suivi dehors se mettent à couvert. Quelqu'un à l'intérieur a appelé le 911 et le hurlement distant des sirènes ajoute au chaos. Evelyn appelle le major, sa voix urgente mais contrôlée. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous maintenant. Il est en train de mourir et vous êtes la seule restante qui peut le sauver. » « Qui est en train de mourir ?» demande Evelyn. Bien qu'une partie d'elle le sache déjà, il n'y a qu'une personne dont la vie justifierait ce niveau d'intervention militaire, Mark Danner. Il y a 43 minutes, il a été exposé au même agent neurotoxique qui a tué votre patient ce soir. Vous avez moins de 30 minutes avant que ses organes commencent à lâcher. Mark Danner, un nom qu'elle n'a pas prononcé à voix haute depuis 10 ans, le pilote qu'elle a tiré d'un hélicoptère en feu en Syrie, dont elle a assuré la survie au prix de sa carrière militaire. L'homme qu'on lui a dit être mort 24 heures après qu'elle l'ait sauvé, rendant son sacrifice insignifiant. Mais maintenant, on lui dit qu'il est vivant et en train de mourir à nouveau. Torres fait son mouvement pendant que tout le monde assimile cette information. Pas pour son arme,
Mais pour un téléphone, composant un numéro qui connecte en une sonnerie, paquet compromis, intervention militaire, exfiltration immédiate. Les 3 SUV accélèrent simultanément, moteur rugissant, alors qu'ils tentent de se disperser dans différentes directions, mais l'hélicoptère de surveillance était préparé à cela. Il descend à 30 mètres, utilisant le souffle de ses rotors pour aveugler les conducteurs et sa lumière de recherche pour détruire leur vision nocturne. 2 véhicules se percutent en essayant d'éviter le harcèlement aérien, tandis que le 3e parvient à s'échapper vers l'autoroute. Laissez-les partir, commande le major à son équipe. Nous avons ce pourquoi nous sommes venus. Il se tourne vers Evelyn et, pour la première fois, elle voit au-delà de son attitude militaire la désespérance en dessous. Madame, je sais que c'est soudain. Je sais que vous n'avez aucune raison de nous faire confiance. Mais si nous ne partons pas maintenant, un bon homme meurt. Le dernier homme de l'opération Sarapim à part vous-même. Opération Sarapim. Le nom qu'elle n'a pas entendu prononcer depuis le jour où elle a signé des papiers, jurant qu'elle n'avait jamais existé. Le programme médical s'y classifiait que même en mentionner l'existence entraînait une peine fédérale de 20 ans. Les techniques qui pouvaient sauver des vies quand la médecine conventionnelle échouait, développées dans des zones de combat où l'échec signifiait la mort. Vous me dites que 6 d'entre eux sont morts? Demande Evelyn. Connaissant déjà la réponse, confirmée au cours des 18 derniers mois, accidents, suicides, urgence médicale soudaine, tous enquêtés, tous jugés naturels ou auto-infligés, tous erronés. Quelqu'un a chassé les participants de Sarapim. Et ce soir, ils ont essayé d'ajouter Mark à la liste. Le parking est devenu une scène de crime. La police locale arrive, suivie de plus de sécurité de la base. Les faux véhicules du FBI sont partis, laissant seulement des marques de dérapage et l'odeur persistante de caoutchouc brûlé. Le docteur Webb émerge de l'hôpital, son visage violet de rage. Qu'est-ce que cela signifie? Cette femme a été licenciée, elle n'a aucune autorité ici. Le major se tourne pour lui faire face avec le froid dédain que les officiers militaires réservent aux civils qui interfèrent dans les opérations. Dr. Webb, cette femme a une habilitation de sécurité si élevée par rapport à la vôtre que vous n'êtes même pas autorisé à savoir qu'elle existe. Le patient décédé dans vos urgences ce soir a été tué par une arme dont vous n'êtes pas autorisé à connaître l'existence. Et l'homme qui meurt en ce moment ne peut être sauvé que par des procédures dont vous n'êtes pas autorisé à apprendre. Je vous suggère donc de retourner à votre hôpital et d'oublier que cela s'est produit. Vous ne pouvez pas juste... En fait, nous pouvons... Le major produit un téléphone montrant à Webb quelque chose sur l'écran qui vide toute couleur de son visage. C'est un ordre direct du secrétaire à la Défense. Souhaitez-vous lui expliquer pourquoi vous interférez dans une opération critique? Webb bat en retraite. Mais Diane Morrison s'avance, son sentiment d'importance surpassant son bon sens. Evelyn est un risque. Elle ne suit pas les protocoles. Elle a inventé les protocoles qui ont sauvé plus de vies que vous n'en connaîtrez jamais. Interrompt le major. Maintenant, dégagez la zone avant d'être arrêtée pour obstruction. Evelyn a déjà pris sa décision. Elle la prenait depuis le moment où elle a entendu le nom de Mark. 10 ans de dissimulation, de prétention à n'être personne de spécial, d'acceptation d'humiliation et de renvoi. Tout cela s'efface comme un manteau dont elle n'a plus besoin. Comment a-t-il été exposé? Demande-t-elle en se dirigeant vers l'hélicoptère. Tenue de vol contaminé. Quelqu'un savait exactement quel composé déclencherait la réaction. Ce n'était pas aléatoire. C'était une tentative d'assassinat utilisant un savoir que seuls les personnels de Sarapim posséderaient. Sparks, dit Evelyn calmement. Le major s'arrête net. Le colonel Sparks est mort il y a 3 ans. Accident de voiture en Virginie? Non, dit Evelyn avec une certitude absolue. Il n'est pas mort. Avez-vous remarqué ce qu'elle a fait avec cette ligne 4A? Déposez votre théorie sur qui est vraiment Evelyn dans les commentaires ci-dessous. Il monte dans l'hélicoptère, alors que les premiers rayons de l'aube percent sur le désert du Nevada. Le chef d'équipage tend un casque à Evelyn et soudain, elle est connectée à un réseau de voix coordonnant l'évacuation médicale la plus complexe qu'elle ait jamais vue. Trauma 7. Ici Rescue 6. Nous avons le paquet. UTA à l'unité chirurgicale de terrain est de 12 minutes. Copier Rescue 6. État du patient critique mais stable. Les signes vitaux baissent, mais dans des paramètres acceptables. Nous avons besoin d'elle ici il y a 5 minutes. Elle
Ils savent tous qui est Evelyn, ou du moins ce qu'elle représente. La dernière gardienne d'un savoir qui n'aurait jamais dû exister, mais ne peut pas être permis de mourir. Alors que l'hélicoptère décolle, elle voit l'hôpital s'éloigner en bas, le parking déjà rempli de véhicules officiels qui nettoieront la scène et s'assureront qu'aucun enregistrement ne reste de ce qui s'est passé. Ace fait un signe de la main depuis près de sa voiture, un geste de respect d'un guerrier à un autre. Il a reconnu ce que les autres ont manqué, que sous la façade d'une infirmière d'âge mûr vivait quelqu'un entraîné pour des moments exactement comme celui-ci. Le vol vers l'unité chirurgicale de terrain les emmène au-dessus d'un espace aérien restreint que les aéronefs civils ne voient jamais. En basse, la zone d'essai et d'entraînement du Nevada s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, ses secrets enterrés sous le sable du désert et le déni officiel. Quelque part en bas, dans des bunkers qui n'existent sur aucune carte, les fichiers originaux de Sarapim sont stockés sur des serveurs qui requièrent une autorisation présidentielle pour y accéder. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé », dit Evelyn à travers le casque, sa voix stable malgré l'adrénaline qui inonde son système. À 2h00, Mark est revenu d'un test de vol classifié. Tout normal jusqu'à ce qu'il enlève son équipement. En quelques minutes, détresse respiratoire aiguë, suivie de symptômes neurologiques identiques à ceux que vous avez vus auparavant. Qui avait accès à son équipement? C'est le problème. Seulement du personnel habilité avec autorisation de niveau 1? Nous regardons une menace interne. Une menace interne. Quelqu'un avec habilitation, savoir et motif. Quelqu'un qui savait que Mark Danner n'était pas juste un pilote d'essai ordinaire, mais l'un des 7 personnes qui ont survécu aux essais originaux de Sarapim en Syrie. Quelqu'un qui a systématiquement éliminé les témoins de quelque chose qui s'est passé il y a une décennie. Le patient de l'hôpital, dit Evelyn, les pièces s'assemblant. Jane Doe. Elle n'était pas aléatoire. N'est-ce pas? Le silence du major confirme son soupçon. Nous pensons qu'elle était un essai. Quelqu'un voulait voir si le composé fonctionnait encore, s'il déclencherait la même réponse. Quand elle est morte à votre hôpital, il savait que la formule était correcte. Et il savait que je serais là pour le voir. Madame, pensez-y. Une femme non identifiée apparaît à l'hôpital exact où je travaille pendant mon service avec des symptômes que seul je reconnaîtrais. Soit c'est la plus grande coïncidence du monde, soit quelqu'un voulait voir si je me souvenais encore des protocoles. Les implications s'installent sur eux comme un linceul. Ce n'est pas juste éliminer des témoins. Quelqu'un teste, sonde, vérifie que le savoir qu'ils essaient de détruire existe encore dans les esprits qu'ils chassent. Ce qui signifie qu'ils ont besoin de ce savoir pour quelque chose. L'unité chirurgicale de terrain apparaît devant un groupe de tentes et de véhicules militaires arrangés en périmètre défensif sur une section plate du désert. Alors qu'ils descendent, Evelyn voit le personnel médical courir entre les structures, le chaos contrôlé d'un centre de traumatologie se préparant pour un patient qu'ils ne savent pas comment sauver, Major, dit-elle alors qu'il touche le sol. Il y a quelque chose que vous devez savoir. L'antidote pour cet agent neurotoxique n'est pas juste médical. Il requiert une séquence spécifique d'interventions qui interagissent avec la biochimie individuelle de la victime. C'est pourquoi le protocole 17 Roméo était classifié au-delà du top secret. Ce n'est pas juste savoir quoi faire, c'est savoir lire la réponse du patient et ajuster en temps réel. Nous avons les meilleurs médecins militaires qui ne reconnaîtront pas les indicateurs subtils qui déterminent le succès ou l'échec. J'ai besoin d'une autonomie complète là-dedans. Pas d'interférence, pas de questions, pas d'appareil d'enregistrement. Pouvez-vous garantir cela? Le major hésite. Dans l'armée, tout est documenté, examiné, analysé, mais il regarde sa montre, 22 minutes restantes, et hoche la tête. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il court de l'hélicoptère à la tente chirurgicale. Le personnel médical s'écarte devant eux comme l'eau. À l'intérieur, la température est contrôlée à exactement 20 degrés Celsius. Optimale pour les procédures qu'Evelyn doit effectuer. Sur la table au centre gît Mark Danner. Et pendant un moment, sa composure professionnelle craque. Il ressemble presque exactement à ce qu'il était il y a 10 ans. Allongé sur une table chirurgicale improvisée dans une base opérationnelle avancée en Syrie, les mêmes traits acérés maintenant marqués par une décennie de secrètes, le même cadre puissant maintenant tremblant de détresse neurologique, les mêmes mains qui ont autrefois piloté des aéronefs expérimentaux,
dans des conditions impossibles, maintenant crispée en spasmes involontaires. Mais il y a des différences, des cicatrices qu'elle ne reconnaît pas traversent sa poitrine. Preuve des années où elle pensait qu'il était mort. Un tatouage sur son épaule montrant des coordonnées qu'elle mémorise instantanément. 36. 2369 degrés. Pindigrew. L'emplacement de quelque chose d'assez important pour le marquer sur son corps et autour de son cou, sur une chaîne. Elle se souvient d'un petit flacon métallique qui ne devrait pas exister. Tout le monde dehors, commande Evelyn, sa voix portant une autorité qui la surprend même. Sauf vous, pointe-t-elle, un jeune parachutiste de sauvetage de l'armée de l'air. Vous avez reçu une formation médicale de combat? Oui, madame. 3 tours en Afghanistan. Bien. Vous allez assister. Tout le monde d'autre sort maintenant. Le personnel médical proteste. Mais le major impose sa demande. En 30 secondes, l'attente ne contient plus qu'Evelyn, le PJ et l'homme mourant qui détient des secrets valant la peine de tuer. Elle commence par l'observation, sans le toucher encore, lisant les signes que son corps affiche. Le pattern de transpiration lui dit quels clusters nerveux sont les plus affectés. Le rythme de ses tremblements indique le taux de progression du toxine. La dilatation de ses pupilles révèle à quel point il est proche du point de non-retour. « Passez-moi le flacon autour de son cou », dit-elle au PJ. « Madame, je ne pense pas que ce flacon contienne un échantillon de son sang d'avant la première exposition il y a 10 ans. C'est la base que j'ai besoin pour calibrer l'intervention. Il le porte depuis, sachant que ce jour pourrait venir. » Le jeune homme enlève soigneusement le flacon, ses mains stables malgré l'étrangeté de la situation. Evelyn le prend, le tient à la lumière et voit ce qu'elle attendait. Le rouge foncé du sang préservé maintenu viable par des méthodes que la plupart des scientifiques prétendraient impossibles. « Maintenant », dit-elle en remontant ses manches pour révéler ses propres cicatrices d'une décennie de dissimulation de sa vraie nature. « Laissez-moi vous dire ce à quoi nous avons vraiment affaire. Ce n'est pas juste un agent neurotoxique, c'est un composé synthétique conçu pour imiter des neurotoxines naturelles tout en évitant tout traitement connu. La seule façon de l'arrêter est de déclencher les mécanismes de défense propres du corps dans une séquence spécifique qui doit être ajustée basée sur un feedback biologique en temps réel. Elle se dirige vers la table d'équipement, sélectionnant des instruments avec la précision de quelqu'un qui l'a déjà fait. Non dans l'environnement stérile d'un hôpital moderne, mais dans le chaos du combat, où les secondes font la différence entre succès et échec. Le protocole a 17 étapes. Continue-t-elle en établissant une ligne 4 dans un emplacement que la plupart des professionnels médicaux ne considéreraient jamais. L'espace sous clavier normalement réservé aux lignes centrales, mais accéder à un angle qui permet une diffusion rapide des composés de traitement. Chaque étape dépend de la réponse du patient à la précédente. Une erreur, une intervention mal-timed. Et l'échec en cascade devient irréversible. Le PJ observe avec un intérêt professionnel tandis qu'elle travaille, reconnaissant des techniques qui n'existent dans aucun manuel, des procédures qui n'appartiennent à aucune médecine officielle. C'est de la médecine de champ de bataille, évoluée au-delà de tout ce qui est enseigné dans les écoles militaires, affinée par essais et erreurs, dans des situations où le traitement conventionnel signifiait une mort certaine. Étape 1. Annonce Evelyn en injectant une solution claire qui cause les tremblements de Mark à s'intensifier momentanément avant de s'apaiser. Perturbation des sites de liaison du toxine. Les tremblements indiquent le succès. S'ils s'étaient arrêtés immédiatement, cela signifierait que ces neurones étaient déjà trop endommagés. Elle compte les battements de cœur, observant ces signes vitaux sur les moniteurs, tout en lisant aussi les indices subtils que les machines ne peuvent détecter. Le léger changement de ton de peau qui indique une oxygénation améliorée. Le déplacement microscopique dans la réponse pupillaire qui suggère une récupération des voies neurales. La relaxation presque imperceptible de groupes musculaires spécifiques qui lui dit que le traitement fonctionne. Étape 2. Une autre injection, celle-ci causant sa respiration à ralentir dramatiquement. Le PJ tend la main vers les contrôles du ventilateur, mais Evelyn l'arrête. « Non !» Son corps a besoin de trouver son propre rythme. Le toxine perturbe les fonctions autonomes. Nous devons laisser son système nerveux se recalibrer. Pendant 15 secondes qui semblent des heures, Mark respire à peine. Puis, comme un moteur qui démarre après plusieurs tentatives,
Son pattern respiratoire se stabilise à un taux qui inquiéterait la plupart des médecins, mais dit à Evelyn exactement ce qu'elle a besoin de savoir. Elle continue à travers les étapes, chacune construisant sur la précédente, créant une cascade de réponses biologiques qui neutralisent graduellement le toxine synthétique. Certaines interventions sont pharmaceutiques, utilisant des médicaments et des combinaisons qui seraient considérées dangereuses dans des circonstances normales. D'autres sont physiques, pression appliquée sur des clusters nerveux spécifiques, manipulation d'articulation pour déclencher des réflexes qui aident à éliminer le toxine des voies neurales. À l'étape 11, les yeux de Mark s'ouvrent. Pas le regard confus et flou de quelqu'un émergeant de l'inconscience, mais la conscience alerte et nette de quelqu'un qui a été conscient mais paralysé. Il regarde directement Evelyn et elle voit reconnaissance, gratitude et avertissement tout transmis en un seul regard. « N'essayez pas de parler encore », lui dit-elle en continuant avec l'étape 12. « Les cordes vocales seront les dernières à récupérer, mais je vous vois là-dedans. » Il cligne 2 fois, le vieux signal qu'ils utilisaient en Syrie pour « Compris, madame », dit le PJ urgemment. Quelqu'un essaie d'entrer dans la tente. À travers les murs de toile, Evelyn entend des voix élevées, le major argumentant avec quelqu'un qui insiste pour un accès immédiat, une voix qu'elle reconnaît, mais espérait ne jamais entendre à nouveau. Le colonel Lionel Sparks, bien vivant malgré les rapports de sa mort. « Retardez-les !» ordonne-t-elle en accélérant maintenant, mais sans se précipiter. Se précipiter mène à des erreurs. Et les erreurs dans le protocole 17 Roméo sont fatales. Dites-leur que le patient est à un point d'intervention critique. Toute perturbation pourrait causer une défaillance complète du système. Le PJ sort pour relayer le message, laissant Evelyn seule avec Mark pour la première fois en une décennie. Elle continue de travailler mais parle calmement, sachant qu'il peut l'entendre. « Ils m'ont dit que vous étiez mort 24 heures après que je vous ai sauvé en Syrie. Ils ont dit que des complications de l'exposition vous avaient tué. J'ai signé les papiers, accepté le renvoi, disparu comme ils le voulaient. Tout parce que je pensais que mon sacrifice signifiait que vous aviez survécu. » La main de Mark bouge légèrement, ses doigts effleurant les siens, un geste qui paraîtrait involontaire aux observateurs, mais porte une décennie de communication non dite. « Sparks est ici ?» continue-t-elle en administrant l'étape 15, ce qui signifie que tout cela a été orchestré. « Jane Doe, votre exposition, me faire venir ici, tout fait partie de quelque chose de plus grand. » Elle voit la vérité dans ses yeux. Il sait, quelle que soit la conspiration qui a chassé les survivants de Saraphim, quel que soit le secret valant la peine de tuer 7 personnes pour le protéger, Mark l'a enquêté. Et maintenant, ils sont tous deux piégés au centre d'une toile qui se tisse depuis 10 ans. L'étape 16 requiert quelque chose qui n'existe dans aucun manuel médical. L'utilisation du sang préservé du patient comme outil de calibration. Elle prélève un échantillon du sang actuel de Mark, le mélange avec l'échantillon préservé dans des proportions spécifiques et observe la réaction sous un microscope de terrain. Les cellules interagissent de façon qui fascinerait les chercheurs s'ils étaient autorisés à savoir que de telles techniques existent. La liaison s'inverse, annonce-t-elle assez fort pour tout appareil d'écoute. Une étape de plus. Mais l'étape 17 n'est pas ce que les observateurs attendent. Au lieu d'une autre injection ou intervention, Evelyn se penche près de l'oreille de Mark et murmure des coordonnées. 36. Chires Nord. 115. Dis-moi que ouest. Je sais ce qui s'y trouve. Quand vous pourrez parler, dites-moi si j'ai raison. Ses yeux s'écarquillent de choc, puis se plissent de détermination. Il sait qu'elle a reconnu le tatouage, décodé sa signification, et compris pourquoi il a marqué son corps avec cet emplacement spécifique. Quoi que ce soit qui soit caché à ses coordonnées, c'est assez important pour risquer tout pour le protéger ou l'exposer. L'étape finale du protocole 17, Roméo, est la plus simple et la plus dangereuse. Permettre au système du patient de redémarrer naturellement sans soutien médical. Evelyn retire les lignes 4, recule et observe, tandis que le corps de Mark complète le processus de récupération qu'elle a initié. Pendant 30 secondes, rien ne se passe. Puis, comme un ordinateur redémarrant après une erreur critique, ces systèmes reviennent en ligne en séquence. La respiration se normalise, le rythme cardiaque se stabilise, la fonction neurologique revient en cascade de mouvements, tandis qu'il teste chaque membre, chaque doigt, chaque réponse. « Evelyn, dit-il, sa voix rauque mais claire, tu m'as sauvée à nouveau ?»
C'est ce que je fais, répond-elle, mais son attention se déplace déjà vers l'entrée de la tente, où des ombres indiquent plusieurs personnes se préparant à entrer. Le colonel Lionel Sparks franchit l'entrée, et la première pensée d'Evelyn est que la mort a été clémente avec lui. 3 ans d'être officiellement décédé lui ont apparemment convenu. Il porte maintenant des vêtements civils, chers et bien taillés, mais son attitude reste militaire. Derrière lui, 4 hommes en équipement tactique établissent des positions qui piègent efficacement tout le monde à l'intérieur. Sergeant Reeves, dit Sparks, utilisant son ancien grade avec une condescendance délibérée. Ou devrais-je dire, ancien sergent Reeves. J'ai entendu que vous travailliez comme infirmière civile. Comme les puissants tombent bas. Colonel Sparks, répond Evelyn calmement. J'ai entendu que vous étiez mort dans un accident de voiture. Comme c'est malheureux que les rapports aient été exagérés. Il sourit, l'expression froide qu'elle se souvient de Siri quand il prenait des décisions qui échangèrent des vies contre des objectifs. La mort peut être utile quand on a besoin de liberté pour opérer. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Le major entre derrière Sparks, sa main sur son arme de poing, mais clairement surpassée et outmanœuvrée. Monsieur, c'est une installation médicale militaire sous mon commandement. Était sous votre commandement? Corrige Sparks en produisant une tablette montrant des ordres officiels à partir de 5h00. Le contrôle opérationnel de cette installation et de tout le personnel à l'intérieur a été transféré à la Task Force Prometheus. C'est ma Task Force. Evelyn reconnaît le nom Prometheus, le titan qui a volé le feu aux dieux. Une désignation appropriée pour ceux qui trafiquent dans le savoir volé et les techniques interdites. Mark, continue Sparks en tournant son attention vers l'homme sur la table. Je suis genuinely impressionné que vous ayez survécu. Le composé aurait dû être 100% létal, mais vous avez toujours été plus résistant que les statistiques ne le suggéraient. Pourquoi? Parvient Mark, sa voix gagnant en force. Pourquoi tuer les autres? Tuer? Je n'ai tué personne. Ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas lâcher le passé. Chacun a reçu la même offre, rejoindre Prometheus et continuer la recherche ou faire face aux conséquences de savoir trop. Ils ont mal choisi. La vérité atterrit comme un coup physique. Ce n'était jamais à propos d'éliminer des témoins. C'était à propos de les recruter et de tuer seulement ceux qui refusaient. Ce qui signifie que vous voulez redémarrer Seraphim, déclare Evelyn. La compréhension l'inondant. Pas redémarrer, évoluer. Les protocoles que vous avez développés en Syrie étaient de génération 1. Expédients de champs de bataille créés sous pression. Imaginez ce que nous pourrions accomplir avec des ressources appropriées, des sujets de test appropriés, une motivation appropriée, sujet de test. Crash mark. Vous voulez dire victime? Je veux dire volontaire, qui comprennent que l'avancement des capacités humaines requiert des sacrifices, le même sacrifice que vous avez tous deux fait il y a 10 ans, quand vous avez accepté de tester des traitements non prouvés sur vous-même avant de les utiliser sur d'autres. Le PJ s'agite mal à l'aise. Commençant à comprendre qu'il assiste à quelque chose bien au-delà d'une urgence médicale, Evelyn croise son regard, notant sa position relative aux sorties et aux armes. Il hoche légèrement la tête. Il est prêt si nécessaire. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous travaillerions jamais avec vous? Demande Evelyn. Parce que l'alternative est désagréable. Vous avez déjà été licencié de votre poste civil? Mark est officiellement mort depuis son exposition à l'agent neurotoxique. Les papiers sont déjà déposés. Vous n'avez aucune existence légale, aucune protection, aucun recours. Mais rejoignez Prometheus et vous devenez des atouts précieux dans un programme qui révolutionnera la médecine militaire. Révolutionnera en quoi? Une arme, un outil comme tout avancement médical. Il peut guérir ou nuire selon l'application. Le choix de comment l'utiliser serait le vôtre dans des paramètres. Evelyn rit, un son amer qui rend tout le monde tendu. Paramètres. Vous voulez dire des restrictions qui disparaissent graduellement jusqu'à ce que nous créions des armes biologiques au lieu de traitements. Vous avez toujours été trop idéaliste pour votre propre bien. C'est ce qui vous rendait brillante et vulnérable en égale mesure. À travers les murs de la tente, Evelyn entend quelque chose que Sparks, concentré sur son discours de recrutement, a manqué. Le rythme distant de plusieurs hélicoptères approchant de directions différentes. Pas le battement à 2 moteurs des aéronefs militaires standards, mais le son distinctif d'aéronefs spécialisés qu'elle n'a pas entendu depuis des années. Mark l'entend aussi. Ses yeux rencontrent les siens, et elle voit la même reconnaissance.
Quel que soit le renfort que Sparks pense avoir, quelque chose d'autre arrive, quelque chose qu'il n'attendait pas. Vous avez mentionné des paramètres, dit-elle pour gagner du temps. Quels seraient exactement ces paramètres? Sparks se détend légèrement, pensant qu'il gagne. Des restrictions raisonnables, pas de tests sur des sujets non consentants, pas de développement d'applications purement létales, focus sur l'amélioration et le traitement plutôt que l'armement. Et qui appliquerait ces paramètres? Un comité de surveillance joint tiré des autorités médicales, militaires et civiles, les mêmes autorités qui vous ont laissé feindre votre mort et chasser les survivants de Seraphim. Son sourire vacille. C'était nécessaire pour protéger le programme de l'exposition ou pour éliminer quiconque pourrait s'opposer à votre version de celui-ci. Les hélicoptères approchant sont plus forts maintenant, assez proches pour que tout le monde les entende. Sparks signale à ses hommes qui préparent leurs armes. Le major tend la main vers sa radio, essayant d'identifier les aéronefs entrants. Ici, Rescue 6 actuel à tout aéronef entrant. Identifiez-vous et déclarez votre mission. La réponse ne vient pas par la radio, mais par des haut-parleurs externes qui tonnent à travers le désert. Ici, Joint Task Force Nemesis. Nous avons autorisation de l'Autorité nationale de commandement pour assumer le contrôle de ce site. Tout personnel est ordonné de se désengager immédiatement. Nemesis. Si Prometheus a volé le feu aux dieux, Némésis était la rétribution divine. Quelqu'un a choisi leurs noms opérationnels avec une éducation classique et un sens de l'ironie. Le visage de Sparks pâlit. C'est impossible. Némésis a été dissoute après. Il s'arrête, réalisant qu'il en a révélé trop. Après quoi? Après que Seraphim a été officiellement terminé, après que les survivants ont été dispersés, après quelque chose d'autre qui ne devrait pas être mentionné devant des témoins, 3 hélicoptères atterrissent simultanément, déversant des équipes en équipement tactique complet, mais avec des insignes médicaux bien visibles. Ils se déplacent avec la précision coordonnée des forces d'opération spéciales, mais leurs armes restent baissées, leur approche défensive plutôt qu'agressive. Une femme émerge de l'hélicoptère de tête. Son attitude immédiatement familière à Evelyn, malgré les années depuis leur dernière rencontre. La générale Patricia Morrison, ancienne chef de la recherche médicale militaire, officiellement à la retraite, mais apparemment bien active. Colonel Sparks, dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à l'obéissance absolue. Vous avez été un homme difficile à trouver pour quelqu'un censé être mort. Général Morrison, je n'étais pas au courant que vous étiez impliqué dans cette opération. Il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant. Colonel, comme le fait que toutes les communications que vous avez faites ces 3 dernières années ont été surveillées, chaque tentative de recrutement documentée, chaque meurtre que vous avez orchestré, enregistré. Elle se tourne vers Evelyn et Mark, son expression s'adoucissant marginalement. Sergeant Reeves, Lieutenant Danner, au nom du gouvernement des États-Unis, je m'excuse pour ce que vous avez enduré. Vous avez été utilisé comme appât pour faire sortir un élément rogue que nous traquons depuis que Seraphim a été compromise. Appât, dit Evelyn platement. Jane Doe, l'exposition à l'agent neurotoxique. Tout cela, Jane Doe était l'une des nôtres, confirmait Morrison. Une volontaire qui connaissait les risques, l'agent neurotoxique était réel. Mais nous avions des équipes en attente, avec des traitements conventionnels qui auraient sauvé Mark si vous n'étiez pas arrivé. Nous avions besoin que Sparks se révèle, montre son jeu et les autres survivants de Seraphim qui sont morts. L'expression de Morrison durcit. Cela était réel, et Sparks répondra pour eux. Mais nous ne pouvions pas bouger tant que nous ne comprenions pas l'étendue complète de son réseau. Chaque mort nous donnait plus d'informations, plus de connexions, plus de preuves. Mark tente de s'asseoir, le PJ l'aidant. Vous les avez laissés mourir pour construire un dossier. Nous les avons laissés mourir pour empêcher des centaines d'autres de mourir. Sparks ne recrutait pas juste pour un projet Seraphim renouvelé. Il vendait les protocoles aux plus offrants. 3 gouvernements étrangers ont déjà tenté d'implémenter des versions bâtardes qui ont tué des dizaines de sujets de test. Le poids de cette révélation s'installe sur l'attente. Les techniques de Seraphim conçues pour sauver des vies dans des conditions impossibles ont été perverties en armes d'assassinat et outils de torture. « Mais pourquoi me faire venir ici ?» demande Evelyn. « Si vous pouviez sauver Mark sans moi ?» Parce que nous avions besoin de confirmer que les protocoles originaux existent encore dans leur forme pure. La version que Sparks vendait est incomplète, défectueuse. Elle tue plus souvent qu'elle ne guérisse.
Vous êtes la seule personne restante qui connaît les procédures complètes correctes. Evelyn sent le piège se refermer. Ils ne l'ont pas juste utilisé comme appât, ils avaient besoin de vérifier son savoir pour s'assurer que quelque part le vrai protocole 17 Roméo survivait non corrompu. Vous voulez que je l'enseigne à d'autres? Déclare-t-elle. Nous voulons que vous nous aidiez à créer une nouvelle version, une qui ne peut pas être weaponisée, ne peut pas être pervertie, ne peut pas être vendue. Une application purement médicale qui reste efficace mais sûre, c'est impossible. Le principe entier derrière le protocole est son adaptabilité. Verrouillez-le et il devient inutile. Alors, aidez-nous à trouver une autre façon. Aidez-nous à prendre ce que vous avez créé et à le transformer en quelque chose qui ne peut que guérir. Sparks Reed, un son dur qui attire l'attention de tous. Vous pensez avoir gagné. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous avez trébuché. Seraphim n'était jamais juste à propos de protocoles médicaux. Dites-leur, Evelyn, dites-leur ce que vous avez vraiment découvert en Syrie. Tous les yeux se tournent vers elle. Même Marc a l'air confus. Ignorant des secrets qu'elle a portés seule pendant une décennie. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle prudemment. Vraiment? Patient zéro. Celui qui a survécu à ce qui aurait dû être une exposition létale, non à cause d'un traitement, mais à cause d'une immunité naturelle. Celui dont le sang est devenu la base de tout ce qui a suivi. Morrison s'avance. De quoi parle-t-il? Sergeant. Evelyn reste silencieuse, mais son esprit court. Patient zéro. Le combattant syrien non nommé, qui a survécu à une exposition à un agent neurotoxique, qui a tué toute son unité. Les échantillons de sang qui ont révélé des marqueurs biologiques, suggérant une résistance génétique à des catégories entières de toxines. La découverte qui a mené au protocole 17 Roméo et tout ce qui a suivi, elle ne l'a jamais rapporté. Continue Sparks, savourant la révélation. Le saint Graal de la médecine militaire, immunité naturelle aux armes chimiques, et elle l'a gardé secret. Pourquoi pensez-vous que j'ai été si intéressée par la récupération des données originales de Seraphim? Ce n'était jamais à propos des protocoles. C'était à propos de trouver patient zéro ou leurs descendants. Où est patient zéro maintenant? Demande Morrison. Mort, dit Evelyn calmement. Tué dans une frappe aérienne 3 jours après que j'ai prélevé les échantillons, il n'y a pas de descendants. La lignée sanguine s'est terminée avec eux. Mais Sparks sourit. C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce que vous avez cru? Mais les corps dans les zones de guerre sont notoirement difficiles à identifier définitivement, et quelqu'un correspondant à la description de patient zéro a été vu en Turquie il y a 2 ans, puis en Jordanie, puis au Nevada. L'implication frappe tout le monde, simultanément. Patient zéro n'est pas juste vivant, mais ici aux États-Unis, Jane Doe, dit Mark soudainement, la femme à l'hôpital, elle avait les mêmes symptômes, mais aussi le même pattern de résistance inhabituelle. C'est pourquoi l'exposition ne l'a pas tuée immédiatement comme elle l'aurait dû. L'esprit d'Evelyn court à travers les événements de la nuit. Les symptômes de Jane Doe étaient cohérents avec une exposition à un agent neurotoxique, mais la progression était plus lente qu'elle n'aurait dû l'être. Son corps a combattu le toxine plus longtemps que la physiologie humaine normale ne le permettrait. Pendant que l'équipe vérifie leurs tablettes robustes pour des mises à jour de mission, le narrateur note calmement comment les unités militaires modernes s'appuient sur des appareils sécurisés et résistants aux chocs construits pour des environnements hostiles. Elle n'était pas un sujet de test, dit Evelyn, la compréhension l'inondant. Elle était un appât d'un genre différent. Quelqu'un voulait voir si je reconnaîtrais le pattern de résistance. Quelqu'un qui connaissait patient zéro. Pas quelqu'un? Dit Morrison sombrement. Quelque chose. Ce que le colonel Sparks ne vous a pas dit, c'est qu'il ne travaille pas seul. Il est l'homme de paille pour une organisation plus large qui poursuit la résistance génétique aux armes chimiques depuis des décennies. Seraphim a accidentellement trébuché sur leur Saint Graal, et ils essaient de le récupérer depuis. La situation tactique dans la tente a dramatiquement changé. Les hommes de Sparks ont l'air incertains, leurs armes toujours prêtes, mais leurs convictions vacillantes. Le major s'est rapproché de Morrison, s'alignant clairement avec l'autorité légitime. Le PJ se tient protectivement près de Mark, prêt à défendre son patient. Ça n'importe pas, dit Sparks, mais sa confiance craque. Même si vous m'arrêtez, l'organisation continue. Ils ont des ressources que vous ne pouvez imaginer, une portée que vous ne pouvez contrer, et ils obtiendront ce qu'ils veulent, éventuellement. Peut-être. Accepte Morrison, mais pas aujourd'hui et pas par vous.
Elle signale à ses équipes qui avancent pour arrêter Sparks et ses hommes. Il y a un moment où la violence semble imminente, où les mains se serrent sur les armes et tout le monde retient son souffle. Puis Sparks lève les mains, se rendant avec le pragmatisme de quelqu'un qui sait quand une retraite tactique est nécessaire. Tandis qu'il l'emmène, il appelle à Evelyn. Demandez-vous pourquoi ils vous ont vraiment fait venir ici. Demandez-vous ce qu'ils veulent de vous qu'ils ne disent pas. Le jeu n'est pas fini. Il a juste changé de joueur. Morrison le regarde partir, puis se tourne vers Evelyn et Mark. Il n'a pas tort sur l'organisation plus large. Nous les traquons depuis des années sans nous approcher de leur direction. Mais l'opération d'aujourd'hui nous a donné la plus grande percée que nous ayons eue. Laissez-moi deviner, dit Evelyn fatiguée. Vous avez besoin de notre aide pour continuer l'enquête? J'ai besoin de votre aide pour mettre fin à cela définitivement. L'organisation chassant les survivants de Seraphim ne s'arrêtera pas juste parce que nous avons arrêté Sparks. Mais avec votre savoir et le réseau d'intelligence de Mark, nous pourrions les démanteler complètement. Mark lutte pour se lever, le PJ le soutenant. Mon réseau d'intelligence. Vous ne pensiez pas que vous aviez survécu 10 ans dans la clandestinité sans aide, n'est-ce pas? Vous avez fait partie d'un programme de protection. Que vous le sachiez ou non, chaque appel proche, chaque quasi-découverte, nous étions là pour nous assurer que vous restiez en sécurité. En sécurité? La voix de Mark monte avec colère. J'ai vécu comme un fantôme pendant une décennie. C'est votre idée de la sécurité, vivant et sécurisé dans ce contexte. Demandez aux 6 autres survivants de Seraphim comment ils vont. La callosité de la réponse fait taire tout le monde. Mais il y a de la vérité dedans? Quelle que soit la protection que Mark a reçue, aussi limitée soit-elle, la garder en vie tandis que d'autres mouraient. Que se passe-t-il maintenant? Demande Evelyn, l'épuisement se glissant dans sa voix, l'adrénaline qui l'a soutenue s'estompe, laissant seulement la fatigue profonde de quelqu'un qui a fui, caché et combattu trop longtemps. Maintenant, vous avez un choix. Travaillez avec nous pour affiner et protéger les protocoles de Seraphim, tout en nous aidant à démanteler l'organisation qui les chasse. Ou partez, retournez à votre vie civile et espérez qu'ils ne vous trouvent pas à nouveau. Ce n'est pas beaucoup de choix. C'est plus que les autres n'ont eu. Evelyn regarde Mark, voyant ses propres pensées reflétées dans ses yeux. Ils sont piégés entre des options également dangereuses, sans bon chemin en avant. Mais peut-être que cela a toujours été leur destin depuis ce jour en Syrie, quand ils ont découvert quelque chose qui aurait dû rester caché. J'ai besoin de garanties, dit Evelyn. Une vraie protection, pas juste de la surveillance, une autorité réelle sur comment les protocoles sont utilisés et une divulgation complète sur patient zéro et tout échantillon biologique survivant. Morrison hoche la tête. Fait. Autre chose? Oui. Je veux savoir qui était vraiment Jane Doe. Pas l'histoire de couverture, pas la version officielle, la vérité. Il y a une longue pause avant que Morrison réponde. C'était ma fille. Elle s'est portée volontaire pour l'exposition parce qu'elle croyait en l'arrêt de Sparks et la protection des protocoles. Elle connaissait les risques. La révélation remodèle tout. Morrison n'a pas juste dirigé une opération. Elle a cherché justice pour la mort de son enfant tout en essayant d'en empêcher d'autres. Savait-elle pour patient zéro? Demande Evelyn doucement. Elle a découvert la connexion, trouvé des références dans des bases de données classifiées qui n'auraient pas dû exister. C'est ce qui nous a menés à Sparks et son organisation. Sa mort n'était pas juste un appât. C'était le point culminant de 2 ans d'enquête. J'ai essayé de la sauver. Les protocoles auraient fonctionné si elle avait été amenée plus tôt. Je sais, le délai était intentionnel pour rendre sa mort réelle pour quiconque regardait. Elle le savait aussi. Le poids du sacrifice plane lourd dans l'air du désert. Jane Doe, la fille de Morrison, a donné sa vie pour exposer une conspiration qui menaçait d'innombrables nombres. Les autres survivants de Seraphim sont morts sans savoir pourquoi. Mark a vécu une décennie dans les ombres. Evelyn a caché sa vraie nature derrière la façade d'une infirmière ordinaire. Tout cela parce qu'il y a 13 ans, dans un hôpital de campagne syrien, elle a découvert quelque chose d'extraordinaire dans le sang d'un combattant mourant. Les coordonnées, dit Evelyn soudainement, se souvenant du tatouage de Mark. 36, 239 Nord, 115, 288 Ouest. C'est ici, c'est cet emplacement exact. Mark hoche lentement la tête. Je savais que quelqu'un viendrait un jour pour moi. J'ai marqué l'endroit où je voulais faire ma résistance, où je voulais que la vérité sorte enfin. Tu as planifié cela? Pas planifié. Préparé?
Il y a une différence. Je ne savais pas quand ou comment, mais je savais que ce jour viendrait. Le jour où tous les secrets s'effondreraient et que nous devrions choisir des côtés définitivement. Morrison vérifie sa tablette, lisant des mises à jour de ses équipes. Sparks est sécurisé. Ses hommes coopèrent. Nous avons assez de preuves pour commencer à démanteler son réseau, mais il y a autre chose que vous devez tous deux savoir. Elle pose, choisissant ses mots soigneusement. Patient zéro n'est pas mort. Sparks disait la vérité là-dessus. Nous traquons quelqu'un correspondant à leur signature biologique à travers plusieurs pays. Ils ne sont pas juste vivants. Ils chassent activement la même organisation que nous. En les chassant, demande Evelyn. Pourquoi? Parce que l'organisation a tué leur famille en essayant de les capturer. Ils ont passé 10 ans à chercher vengeance, tandis que nous avons passé cela à chercher justice. Nos chemins sont sur le point de converger, et quand ils le feront, nous devons être prêts. Prêts pourquoi? Pour la guerre qui couve depuis que Seraphim a été conçue, une guerre entre ceux qui wéaponiseraient des miracles médicaux et ceux qui les préserveraient. Vous deux allez aider à faire pencher la balance. Le soleil est maintenant complètement levé. La chaleur du désert commence à s'accumuler. Même dans la tente climatisée, dehors, les hélicoptères continuent d'arriver et de partir, transportant personnel et équipement pour une opération qui remodèlera le monde caché de la recherche médicale militaire. Evelyn regarde ses mains, stables malgré tout ce qu'elle a enduré. Ses mains ont sauvé des vies, signé des carrières, caché un savoir qui pourrait révolutionner ou détruire selon son usage. Maintenant, elles doivent choisir quoi faire ensuite. Si nous acceptons d'aider, dit-elle, nous le faisons à notre façon, plus de secrets entre nous, plus d'utilisation de gens comme appât, plus de sacrifices d'individus pour des biens hypothétiques plus grands. D'accord, dit Morrison immédiatement. Nous avons besoin de vous deux, intacts et engagés. Cela signifie transparence et respect pour vos limites. Et si Patient Zéro émerge, alors vous serez ceux qui feront le contact. Vous êtes la seule personne qui pourrait les convaincre que nous ne sommes pas l'ennemi. Mark se tient maintenant complètement. Sa récupération remarquable compte tenu de ce que son corps a enduré, nous aurons besoin de ressources, un vrai soutien, pas juste des promesses. Et nous aurons besoin de savoir tout, chaque opération, chaque cible, chaque objectif. Vous l'aurez tout. Nous établissons une nouvelle task force spécifiquement pour cette mission, surveillance jointe militaire civile, financement complet et autonomie complète dans des paramètres convenus. Comment s'appellera-t-elle? Demande Evelyn, bien qu'elle soupçonne le savoir. Task Force Seraphim. Il semble approprié de Reclaim le nom de ceux qui l'ont perverti. Evelyn et Mark échangent des regards. Le nom porte du poids. Souvenir de Syrie, d'innovations désespérées sous le feu, de découvertes qui ont changé tout, mais aussi de trahison, de survivants chassés, de savoir qui a extrait un prix terrible. Donnez-nous 24 heures, dit Evelyn, pour décider. Vous avez 12? L'organisation n'attendra pas pendant que nous délibérons. Chaque heure que nous retardons, ils se regroupent et replanifient. Morrison les laisse seuls dans la tente avec le PJ, qui est resté silencieux tout au long de ses révélations, tandis que la générale sort. Elle pose à l'entrée « Sergeant Reeves, quelle que soit votre décision, sachez ceci, vos actions aujourd'hui sauvent non seulement le lieutenant Danner, mais potentiellement des milliers d'autres. Les protocoles que vous avez créés, correctement contrôlés, pourraient révolutionner la médecine de traumatologie. Ne laissez pas Sparks et ses semblables définir leurs legs. » Après le départ de Morrison, la tente tombe dans un silence brisé, seulement par le bourdonnement de l'équipement médical et le son distant des hélicoptères. Le PJ, qui a assisté à plus qu'il n'a probablement jamais attendu, parle enfin. « Madame, ce que je viens de voir, les procédures que vous avez utilisées, elles ne sont dans aucun manuel. » « Non, accepte Evelyn, elles ne le sont pas. Et si vous êtes intelligent, vous oublierez que vous les avez vues. Oubliez avoir vu quelqu'un ramener un homme de la mort certaine. Peu probable. » Il pause, puis ajoute « Mon frère est mort d'une exposition à un agent neurotoxique en Afghanistan. Les médecins ont tout essayé. Rien n'a fonctionné. S'ils avaient su ce que vous savez, alors le savoir se serait répandu, aurait été corrompu, weaponisé, et aurait causé plus de morts qu'il n'en a empêché. Parfois, le remède est pire que la maladie s'il tombe entre de mauvaises mains. » Mark teste sa mobilité, chaque mouvement prudent, mais de plus en plus confiant. Elle a raison,
J'ai passé 10 ans à observer ce qui se passe quand des percées médicales deviennent des atouts militaires. L'intention originale se perd dans la traduction de guérir à nuire. Mais des gens meurent qui pourraient être sauvés, proteste le PJ. Et des gens mourraient qui devraient être sauvés si ce savoir devenait répandu. Contre Evelyn, imaginez chaque organisation terroriste, chaque État rogue, chaque entreprise criminelle sachant exactement comment créer des agents neurotoxiques que seule une poignée de personnes peuvent contrer. Le bilan des morts serait catastrophique. Le jeune homme absorbe cela, son idéalisme luttant contre le pragmatisme. C'est une bataille qu'Evelyn se souvient bien de sa propre jeunesse avant la Syrie, avant Saraphim, avant qu'elle apprenne que certains savoirs viennent avec un prix trop élevé à payer. « Quel est votre nom ?» lui demande-t-elle. « Sergent d'état-major Rodriguez. Miguel Rodriguez. » « Eh bien, Miguel, vous êtes maintenant l'un des peut-être 10 personnes sur Terre qui savent que le protocole 17 Roméo existe. Cela vous rend soit très chanceux, soit très maudit selon votre perspective. Que m'arrive-t-il maintenant? Marc répond avant qu'Evelyn puisse. Vous avez un choix? Signez un accord de non-divulgation si complet qu'il fera ressembler votre habilitation de sécurité à une carte de bibliothèque. Oubliez tout ce que vous avez vu ici et retournez à votre unité. Oh, oh, ou vous devenez partie de ce qui vient ensuite? Avertissement juste. Tous ceux qui ont fait partie de Saraphim ont payé un prix. Certains ont payé de leur vie, d'autres, comme nous, ont payé de leur liberté. Rodriguez considère cela, sa jeunesse luttant avec la gravité de la décision. Dois-je décider maintenant? Vous avez environ 10 heures, dit Evelyn. Comme nous? Une commotion dehors attire leur attention. À travers les murs de la tente, ils entendent des voix élevées, quelqu'un exigeant l'entrée, d'autres refusant. La voix est familière. Le docteur Harrison Webb. En quelque sorte ici, malgré aucune raison légitime d'y être. Je demande à la voir immédiatement. Elle était mon employée. J'ai des droits. Marc et Evelyn échangent des regards. L'arrivée de Webb est trop conveniente, trop coïncidente. Dans leur monde, les coïncidences sont généralement des actions ennemies déguisées. Le flap de la tente s'ouvre et Webb entre. Flanqué de 2 personnels de sécurité de Morrison, son visage est rouge d'effort et de colère. Son apparence habituellement immaculée, échevelée d'un voyage qui doit avoir été rapide depuis l'hôpital. « Evelyn », dit-il, son ton mélangeant autorité avec quelque chose d'autre. La peur. « Vous devez venir avec moi immédiatement. » Il y a eu un développement à l'hôpital. « Dr. Webb », dit Marc en se levant malgré son épreuve récente. « Vous êtes loin de votre salle des urgences. » Webb le regarde à peine. « Cela ne vous concerne pas. » « Evelyn, s'il vous plaît. » C'est à propos du patient de ce soir. Jane Doe. Elle n'était pas la seule. Le sang d'Evelyn se glace. Que voulez-vous dire? Elle n'était pas la seule. 3 autres patients sont arrivés dans la dernière heure. Même symptômes, même progression, même pattern de résistance. Mais ils sont vivants, conscients. Et ils demandent après vous pardon. Le personnel de sécurité se tend, main se déplaçant vers les armes. Ce n'est pas partie d'aucun plan sur lequel ils ont été briefés. « Comment saviez-vous où me trouver ?» demande Evelyn. Notant les détails qui ne collent pas, les chaussures de Webb sont mauvaises pour quelqu'un qui a conduit ici. Trop propre? Pas de poussière du désert. Ses vêtements ne montrent aucun signe du vol en hélicoptère qui aurait été nécessaire pour arriver si vite. La générale Morrison me l'a dit Webb. Mais ses yeux se décalent à gauche. Le signe classique de déception. Morrison ne révélerait jamais cet emplacement à un civil, déclare Marc platement. Essayez encore. La façade de Webb craque légèrement. Bien, j'ai été contactée par quelqu'un qui a dit que vous étiez en danger. Ils m'ont dit où vous étiez et ont dit que j'avais besoin de vous ramener immédiatement. Qui vous a contacté? Je ne sais pas. L'appel est venu par la ligne d'urgence de l'hôpital, mais ils connaissaient des choses sur le patient, sur vous, sur quelque chose appelé Saraphim. Evelyn voit maintenant, Webb n'est pas partie de la conspiration. Il est un autre pion déplacé en position par quelqu'un jouant un jeu plus profond, quelqu'un qui savait qu'elle serait ici, savait que Webb viendrait, savait exactement comment cela se jouerait. Les 3 patients, dit-elle, décrivez-les. 2 hommes, une femme, tous paraissant moyen-orientaux, tous parlant anglais avec un accent. Ils sont arrivés séparément mais à quelques minutes d'intervalle, et Evelyn, ils ont tous le même tatouage, des nombres et des lettres qui n'ont pas de sens. Quel nombre?
Webb sort son téléphone, montre une photo qu'il a réussi à prendre. Le tatouage est clair. SR1, SR3, Seraphim, Seraphim. Sujet 1, 3 et 5. 3 des sujets de tests originaux de Syrie, censés morts depuis une décennie, bien vivants et à Las Vegas. Abonnez-vous maintenant pour voir ce qui se passe quand des secrets militaires tombent littéralement du ciel pour vous trouver. C'est un piège, dit Mark immédiatement. Doit l'être. 3 sujets de Seraphim apparaissant simultanément. Quelqu'un nous flush. Mais Evelyn pense différemment. Le pattern de résistance, le timing, les sujets spécifiques qui ont survécu. Il y a un message ici codé dans des marqueurs biologiques et un positionnement tactique. Pas un piège, dit-elle lentement. Une réunion. Ils ne demandent pas après moi aléatoirement. Ils savent que je suis la seule qui peut lire ce que leurs corps nous disent. Madame, interrompt Rodriguez. Équipement de surveillance derrière eux. Nous avons plusieurs véhicules approchant du sud-est. Pas de configuration militaire. À travers les murs de la tente, le son des moteurs s'amplifie. Pas le bourdonnement réglementé des véhicules militaires, mais les notes variées de voitures et camions civils. Les équipes de Morrison réagissent, appelant des rapports, établissant des positions défensives. « Dr. Webb », dit Evelyn urgemment. « Quelqu'un vous a-t-il suivi ici? » Je ne pense pas. Je veux dire, je n'ai pas vérifié. Pourquoi quelqu'un me suivrait-il? La réponse arrive sous la forme de 20 véhicules, créant un nuage de poussière alors qu'ils convergent sur l'hôpital de campagne. Ils s'arrêtent juste en dehors du périmètre établi par les équipes de Morrison, moteur tournant. Attendant, une seule figure sort du véhicule de tête et marche vers le checkpoint. Même de loin, Evelyn reconnaît la démarche. La foulée légèrement inégale de quelqu'un qui a survécu à une blessure catastrophique et s'est adapté alors que la figure se rapproche. La reconnaissance devient certitude. Patient zéro. Le combattant syrien dont le sang a tout commencé. Pas mort, pas caché, mais marchant directement dans une installation militaire en plein jour. La voix de Morrison crachote sur la radio. Toutes les unités, retenez le feu. Répétez. Armes retenues. Laissez-les approcher. Patient zéro s'arrête au checkpoint. Lève les mains montrant des paumes vides et parle en anglais accentué mais clair. Je suis ici pour Evelyn Reeves. Elle a quelque chose qui m'appartient. Et j'ai quelque chose qui lui appartient. Mark attrape une radio. Général Morrison, cela pourrait être. Je sais ce que cela pourrait être. Lieutenant, mais cela pourrait aussi être notre seule chance de mettre fin à cela pacifiquement. Sergeant Reeves, êtes-vous prête à rencontrer avec eux? Evelyn se dirige déjà vers la sortie de la tente. J'ai attendu 10 ans pour cette conversation. Evelyn. Non, proteste Mark. Nous ne connaissons pas leurs intentions. Nous les connaissons. S'ils me voulaient morte, ils ne se seraient pas annoncés. Ils veulent ce que tout le monde veut. Le protocole complet. 17 Roméo. Mais contrairement aux autres, ils ont une revendication légitime dessus. Elle sort dans la chaleur du désert. Le soleil maintenant assez haut pour créer des ombres nettes. Patient zéro se tient à 50 mètres. Et alors qu'Evelyn approche, elle peut voir le péage que 10 ans de survie ont pris, cicatrices croisant la peau exposée. Preuve de multiples chirurgies, multiple expositions, multiples expériences de quasi-mort. Dr. Reeves, dit patient zéro quand elle est assez proche. Bien que je comprenne que vous préfériez infirmière maintenant, vous parlez bien anglais pour quelqu'un censé être mort en Syrie. La mort, comme beaucoup de choses, a été exagérée pour la commodité. Mon nom est Samir. Samir al-Rachid. Vous avez sauvé ma vie il y a 13 ans, bien que je doute que vous vous souveniez d'un patient parmi des centaines. Mais Evelyn se souvient que le jeune combattant a mené plus mort que vivant, exposé à quelque chose qui avait tué toute son unité en minutes. Les échantillons de sang qui montraient une résistance impossible, la découverte qui a changé tout. Je me souviens que vous étiez conscient quand ils vous ont amené. Vous n'arrêtiez pas de dire quelque chose en arabe. Ils ne doivent pas savoir. J'étais délirant. Mais même alors, je comprenais que ma survie ferait de moi une cible. Pourtant, vous voilà, bien publiquement vivant. Samir sourit, une expression qui n'atteint pas ses yeux. Le temps de se cacher est passé. Sparks a été arrêté. Morrison pense qu'elle a gagné. Mais ils ne comprennent pas ce dans quoi ils ont trébuché. Éclairez-moi! L'organisation chassant les survivants de Seraphim n'est pas ce que vous pensez. Ils n'essaient pas de weaponiser vos protocoles. Ils ont déjà des armes bien plus sophistiquées. Ce qu'ils veulent, c'est la clé génétique,
qui rend certaines personnes naturellement résistantes à leurs armes. L'implication est stupéfiante. Une course aux armements à l'envers. Pas construire de meilleures armes, mais créer de meilleures défenses. Puis s'assurer que seules des populations sélectionnées y aient accès. Les 3 patients à l'hôpital, dit Evelyn. Ils sont comme vous? Mes enfants? Pas biologiques, descendants génétiques, créés par des processus que vous trouveriez horrifiants. L'organisation essaie de répliquer l'immunité naturelle depuis des décennies. Quand ils ont appris pour moi, pour ce que mon sang pouvait faire, ils ont essayé de le récolter. Quand je me suis échappée, ils ont essayé de le recréer. Les 3 dans votre hôpital sont leurs échecs, vivants, mais imparfaits, portant une immunité partielle qui cause plus de souffrance que de protection. Et vous voulez que je fasse quoi? Perfaire le processus. Je veux que vous le détruisiez complètement. Chaque échantillon, chaque enregistrement, chaque possibilité de recréation. Le corps humain n'était pas destiné à être engineered contre des armes spécifiques. Ce chemin mène seulement à une escalade sans fin de guerre biologique. Derrière eux, les équipes de Morrison maintiennent leur position, armes baissées mais prêtes. Les véhicules entourant le périmètre n'ont pas bougé. Leurs occupants invisibles derrière des vitres teintées. Combien de personnes sont avec vous? Demande Evelyn. 43. Tous survivants des expériences de l'organisation, tous partiellement immunisés, partiellement endommagés, tous prêts à mourir pour empêcher d'autres de souffrir notre sort. Ce n'est pas nécessaire. Morrison veut les arrêter aussi. Morrison veut les contrôler. Il y a une différence. Elle parle de justice et de protection, mais elle voit encore les protocoles comme des outils à gérer plutôt que des dangers à éliminer. Mark approche de la tente médicale, marchant lentement mais sûrement. Sa récupération continue d'étonner même Evelyn, qui sait exactement pourquoi son corps répond si bien au traitement. Samir al-Rashid, dit Mark. Je vous cherche depuis 5 ans. Lieutenant Danner, j'ai entendu que vous étiez mort. Une fiction utile comme la vôtre. Ils se regardent avec le respect mutuel de survivants qui ont payé des prix similaires pour un savoir similaire. Vous savez pourquoi je suis ici? Dit Samir. Vous voulez échanger? Répond Mark. Votre matériau génétique pour les protocoles complets. Destruction mutuelle assurée si l'un des côtés trahit l'autre. Proche. Je veux les combiner puis détruire la combinaison. Créer une synthèse parfaite que nous nous assurons ensuite que personne ne pourra jamais recréer. C'est fou, interrompt Webb ayant suivi dehors. Vous parlez de détruire des percées médicales qui pourraient sauver des millions ou tuer des milliards si weaponisées. Samir contre Dr. Webb. Vous avez licencié l'infirmière Reeves pour ne pas suivre les protocoles. Mais vous êtes-vous jamais demandé pourquoi quelqu'un avec ses compétences travaillait des gardes de nuit dans un hôpital civil? Pourquoi quelqu'un capable des procédures qu'elle a effectuées aujourd'hui était content d'être traité comme une main-d'œuvre jetable? Webb n'a pas de réponse. La contradiction le ronge depuis qu'il a assisté à l'évacuation en hélicoptère. Elle se cachait, continue Samir, des gens comme Sparks. Des organisations qui utiliseraient son savoir pour l'horreur, d'un monde qui ne peut pas être trusted avec certaines vérités. Mais des gens meurent. Les gens meurent de toute façon. La question est, s'ils meurent de causes naturelles ou d'armes que nous créons au nom de prévenir la mort. Evelyn interrompt le débat philosophique. Les 3 patients à l'hôpital, que leur arrivera-t-il sans traitement? Ils survivront, mais souffriront. Leur immunité partielle cause des réactions constantes de bas niveau, douleur, dysfonction neurologique, espérance de vie raccourcie. Ils se sont portés volontaires pour s'exposer pour prouver que les expériences de l'organisation ont échoué. Je pourrais les aider? À quel coût? Le moment où vous les traitez avec succès, vous validez la recherche. D'autres voudront le même traitement. Le savoir se répandra. Donc, nous les laissons souffrir. Nous les laissons choisir. C'est pourquoi ils sont venus à vous. Pas pour un traitement, mais pour le droit de décider de leur propre destin. La voix de Morrison vient d'un haut-parleur. Cette discussion doit se déplacer à l'intérieur. Nous avons une surveillance satellite détectant plusieurs aéronefs approchant de diverses directions, ETA approximativement 15 minutes. L'organisation, dit Samir calmement, ils ont surveillé tout. L'arrestation de Sparks a déclenché des protocoles de contingency. Ils viennent récupérer ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Alors nous devons bouger, dit Mark urgemment. Non, nous devons faire une résistance ici maintenant, avec tous les joueurs visibles et toutes les cartes sur la table.
Evelyn comprend que ce n'est pas juste à propos des protocoles ou de l'immunité génétique. C'est à propos de forcer une confrontation qui couve depuis 13 ans, amenant tous les joueurs cachés à la lumière. À l'intérieur, décide-t-elle, nous devons préparer. Il se déplace rapidement vers la tente médicale, qui est devenue un centre de commandement improvisé. Rodriguez a surveillé les communications, son visage de plus en plus sombre. Madame, nous avons des problèmes. Multiples aéronefs. Divers types. Tous convergeant sur cet emplacement, la générale Morrison demande une évacuation immédiate de tout personnel. Non, dit Evelyn fermement. Nous restons. Cela finit aujourd'hui. Elle se tourne vers Samir. Vos gens dans ces véhicules, sont-ils armés? Certains. Principalement, ils sont des témoins, des survivants qui méritent de voir la justice faite. Appelez-les dedans. Tous, si l'organisation veut une confrontation. Rendons-la publique. Marc comprend immédiatement. Tu veux des témoins? Multiples témoins de multiples sources. Je veux la vérité visible. Plus d'ombre. Plus de secrets. Si nous allons détruire ce savoir, tout le monde doit comprendre pourquoi. Samir hoche la tête, sort un téléphone, parle rapidement en arabe. Dans des moments, les véhicules commencent à déverser leurs occupants, hommes et femmes de divers âges, tous portant les signes subtils de traumatisme biologique, tous se déplaçant avec la délibération prudente de ceux qui ont appris à ne pas faire confiance à leur propre corps. Morrison entre dans la tente, sa façade calme craquant. Sergeant Reeves. Que faites-vous? Nous ne pouvons pas protéger autant de civils. Nous ne les protégeons pas. Ils nous protègent. Chacun d'eux est une preuve de ce qui se passe quand le protocole 17 Roméo est perverti. Chacun d'eux est une raison de mettre fin à cela définitivement. Vous forcez la transparence, réalise Morrison. Je termine le jeu. Plus de chasse dans les ombres. Plus de procédures classifiées. Plus de victimes cachées. Comme pour prouver son point, plusieurs des gens de Samir sortent des téléphones, commençant à enregistrer tout ce qui se passe autour d'eux. Vous forcez la transparence, répète Morrison. Je termine le jeu. Plus de chasse dans les ombres. Plus de procédures classifiées. Plus de victimes cachées. Le premier aéronef apparaît à l'horizon, un jet corporatif élégant qui aurait l'air à sa place dans n'importe quel aéroport exécutif. Il tourne une fois, puis atterrit sur le désert plat au-delà du périmètre. 3 autres aéronefs suivent, chacun maintenant une séparation prudente. Chacun déversant des individus bien habillés qui ressemblent plus à des membres de conseil qu'à des soldats. Les vétérans comme Marc s'appuient souvent sur des conseillers financiers spécialisés qui comprennent les pensions militaires et aident à transitionner ces bénéfices en sécurité civile. La direction de l'organisation, dit Samir calmement, ils ne viennent jamais sur le terrain, à moins que les enjeux ne soient ultimes. Une délégation de 5 approche l'installation médicale. La figure de tête est une femme dans la soixantaine, cheveux argentés tirés en arrière sévèrement, portant un costume qui coûte probablement plus que les voitures de la plupart des gens. Elle s'arrête au périmètre établi par les équipes de Morrison. Général Morrison, appelle-t-elle. Je suis la directrice Catherine Vance. Prometheus Pharmaceutical. Je crois que vous avez plusieurs de nos atouts en garde. Prometheus Pharmaceutical n'existe pas, répond Morrison par le haut-parleur. Pas publiquement, mais nous opérons depuis 30 ans, en développant des contre-mesures médicales pour des menaces qui n'existent pas officiellement. Le colonel Sparks n'était qu'un contractant. Ses méthodes étaient non autorisées et regrettables. Ses meurtres étaient non autorisés, ses échecs regrettables. Les morts étaient nécessaires pour protéger des informations valant plus que des vies individuelles. Le rejet décontracté de la vie humaine glace tout le monde à l'écoute. C'est le vrai visage de l'organisation. Corporatif. Calculateur. Utterly immoral. Nous sommes préparés à offrir un accord. Continue Vance. Amnistie complète pour tous impliqués. Compensation généreuse pour les familles des décédés. Financement continu pour la recherche médicale légitime, sous une surveillance appropriée. Et en échange, demande Morrison, le protocole complet 17 Roméo, tous les échantillons génétiques de patients zéro et ses dérivés, et la coopération du sergent Reeves pour affiner les procédures. Non, dit Evelyn en sortant où Vance peut la voir. Ah, la fameuse Evelyn Reeves. Ou devrais-je dire infâme? Savez-vous combien de personnes sont mortes parce que vous avez refusé de partager votre savoir? Moins que n'en seraient mortes si je l'avais partagé avec des gens comme vous. Des gens comme moi financent la recherche qui sauve des vies.
Nous prenons les risques que d'autres ne prendront pas. Nous développons les traitements que d'autres ne peuvent pas. Vous expérimentez sur des êtres humains. Nous accélérons l'évolution. L'immunité naturelle aux armes chimiques existe. Samir al-Rachid le prouve. Nous essayons simplement de démocratiser cette immunité. Démocratiser. Vous voulez dire weaponiser? Créer une population immune à vos armes, tandis que tous les autres restent vulnérables. Vance sourit froidement. C'est une application. Il y en a d'autres plus humanitaires. Imaginez des secouristes immunisés au hasard chimique, des soldats qui peuvent rescuing des victimes de zones contaminées, du personnel médical qui peut travailler dans n'importe quel environnement. Imaginez un monde où les armes chimiques deviennent obsolètes parce que tout le monde est immune, dit Samir en rejoignant dehors. Exactement notre objectif. Accepte Vance. Immunité universelle met fin à la guerre chimique pour toujours. Non. Cela commence une nouvelle course aux armements. Armes biologiques pour surmonter des défenses biologiques. Modification génétique pour contrer des immunités génétiques. Une escalade sans fin, avec l'humanité elle-même comme champ de bataille. Le débat philosophique attire l'attention de tous, mais Evelyn remarque quelque chose que les autres manquent. Rodriguez signale de l'intérieur de la tente. Quelque chose sur son équipement nécessite une attention immédiate. Elle retourne à l'intérieur, voit ce qu'il a découvert. Les moniteurs médicaux connectés à Mark montrent des anomalies. Sa récupération n'est pas juste remarquable, elle est impossible. La régénération cellulaire a des taux qui ne devraient pas exister. Voies neurales se reconstruisant plus vite que la biologie humaine ne le permet. Rodriguez. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Depuis environ 10 minutes après que vous avez complété le protocole. Ces cellules sont... Elles ne guérissent pas juste. Elles s'améliorent. Le sang d'Evelyn se glace. C'était cela. Pas partie du protocole 17 Roméo. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne devrait pas être possible à moins que... Elle pense à cette nuit en Syrie. Les combinaisons expérimentales qu'elle a essayées en désespoir. La variante qui semblait trop dangereuse pour être répétée. La variante qu'elle n'a jamais documentée parce que ses implications étaient trop terrifiantes. Mark n'a pas juste été traité avec le protocole 17 Roméo. Il a été exposé à quelque chose qu'elle a créé par accident et enterré par intention. Protocole 18 Alpha. Le protocole qui ne guérit pas juste mais améliore. Le protocole qui pourrait créer des super soldats, si quiconque savait qu'il existait. Mark, dit-elle urgemment. Nous devons faire des tests maintenant. Il voit son expression, comprend que quelque chose cloche, mais avant qu'il puisse agir, des alarmes sonnent à travers l'installation. Les équipes de Morrison se déplacent vers des positions défensives. Les aéronefs qui ont atterri ont déversé non des diplomates, mais des équipes tactiques. Tant pis pour la négociation, dit Morrison sombrement. La voix de Vance vient sur la radio. Elle n'aurait pas dû. Cela ne change rien. Nous avons autorité légale? Vous n'avez rien? Morrison interrompt par les haut-parleurs. La présence médiatique signifie surveillance officielle, audience congressionnelle, exam public. Votre organisation vient de mourir? Directrice Vance. Le son de véhicules approchant ajoute au chaos. Véhicules militaires, mais pas de Nellis. Ceux-ci portent les marquages d'unités différentes, de commandements différents. Quelqu'un très haut placé a décidé d'intervenir. Une nouvelle voix tonne des haut-parleurs d'hélicoptères. Ici Général Patterson, Joint Chiefs. Tout personnel est ordonné de se désengager immédiatement. Cette installation est maintenant sous contrôle direct du Pentagone. Evelyn connaît ce nom. Patterson faisait partie de la surveillance originale de Seraphim avant qu'elle ne soit classifiée au-delà de son habilitation. Il attend 13 ans pour des réponses. Sergeant Reeves. Continue la voix de Patterson. Veuillez sortir de l'installation médicale. Nous devons parler. Elle aide Mark à se lever. Il est faible mais stable. L'amélioration inversée, mais le laissant épuisé. Ensemble, ils sortent dans une scène d'un rêve fiévreux. Hélicoptères médiatiques tournent au-dessus. Les survivants de Samir se tiennent en formation protectrice. Les équipes tactiques de Vance ont été entourées par des forces militaires réelles. Et au milieu de tout cela, le général Patterson se tient comme un pilier d'autorité institutionnelle. « Evelyn Reeves », dit-il formellement. « Vous avez causé un sacré remue-ménage? Juste essayer de sauver une vie. Monsieur, la sauver ou la changer ?» Il regarde Mark avec signification. « Nous surveillons la télémétrie médicale. Ce que vous avez fait là-dedans n'était pas juste un traitement. Non, c'était la correction d'une erreur.
Et cette erreur pourrait révolutionner les capacités humaines, et certaines erreurs pourraient détruire l'identité humaine. Patterson hoche lentement la tête. Les Joint Chiefs sont d'accord? C'est pourquoi nous sommes ici pour nous assurer que tous les matériaux de recherche sont sécurisés et détruits. J'ai ce qu'ils veulent, dit Evelyn en tenant le drive. Le faux protocole qui détruira leur programme, donnez-le leur, ordonne Patterson. Laissez-les se pendre avec leurs propres cordes. Evelyn marche vers Vance. Tends le drive. Tout ce que vous vouliez, utilisez-le sagement. Vance l'arrache avidement. Vous le regretterez. Quand nous perfectionnerons le processus, quand nous créerons une vraie immunité, vous supplierez d'en faire partie. Je serai trop occupée à vivre une vie normale pour remarquer. Vance signale à ses équipes de se retirer. Ils montent dans leurs aéronefs rapidement, impatients de s'échapper avant que plus d'autorités arrivent. Tandis que le dernier avion décolle, Patterson se tourne pour s'adresser à tous présents. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est classifié au-delà de tout niveau que la plupart d'entre vous ont rencontré. Les médias seront informés que c'était un exercice d'entraînement. Les survivants recevront des soins médicaux complets et une compensation. Et le protocole 17 Roméo sera officiellement déclaré en expérimentation échouée. Tous les matériaux détruits. Et officieusement, demande Morrison, officieusement, 3 copies seront maintenues dans des installations séparées de sécurité maximale, disponibles seulement en cas d'urgence nationale extrême et seulement avec autorisation présidentielle. Ce n'est pas assez de sécurité, proteste Evelyn. C'est ce que les Joint Chiefs ont décidé. À moins que vous ayez une meilleure idée. Elle en a, encodée dans la mémoire vivante, 3 personnes inconnues les unes des autres, chacune portant une partie du protocole complet. Seulement quand tous les 3 acceptent de coopérer, le protocole complet peut être reconstruit, et ces 3 personnes, choisies aléatoirement parmi ceux ici aujourd'hui, changent régulièrement afin qu'aucune personne ne porte le fardeau trop longtemps. Patterson considère cela. D'accord. La générale Morrison supervisera la sélection et la rotation. La crise immédiate résolue, les gens commencent à se disperser. Les hélicoptères médiatiques sont escortés par des aéronefs militaires. Les survivants de Samir sont emmenés pour évaluation médicale et débriefing. L'installation commence à revenir aux opérations normales. Mais Evelyn sait que rien ne sera jamais normal à nouveau. Elle a détruit l'œuvre de sa vie pour sauver des vies. Elle a caché un savoir qui pourrait aider des milliers pour l'empêcher de tuer des millions. Le docteur Webb approche hésitant. Evelyn, je vous dois des excuses. Vous ne me devez rien. Vous avez fait ce que vous pensiez juste. Je vous ai licencié pour ne pas suivre les protocoles. Mais vous suiviez des protocoles que je ne pouvais même pas imaginer. Je faisais mon travail, rien de plus. Votre travail. Votre travail était d'être une infirmière de garde de nuit dans un hôpital civil. Cela, c'était autre chose entièrement. Non, dit-elle calmement. C'était exactement mon travail. Savoir quand agir et quand ne pas agir. Sauver qui peut être sauvé et accepter qui ne peut pas. Garder un savoir dangereux des gens dangereux, c'est ce que font les infirmières. Dr. Webb, nous protégeons nos patients même d'eux-mêmes. Webb hoche lentement la tête. La compréhension donning enfin. Le conseil de l'hôpital veut vous offrir une réintégration, salaire rétroactif complet. Compensation, ce que vous voulez. Je ne veux rien. Cette vie est terminée. Alors que ferez-vous? Elle regarde Marc, récupérant lentement, mais sûrement, à Samir, qui a passé 10 ans à combattre des ombres, à Rodriguez, jeune et idéaliste, et sur le point d'apprendre combien les secrets peuvent être lourds. Je vais disparaître correctement cette fois, quelque part où personne ne regarde 2 fois une autre infirmière essayant d'aider, où les gens ont besoin d'aide, mais ne posent pas de questions. Morrison approche avec les papiers finaux. Sergeant Reeves, nous avons besoin de votre signature sur les documents de classification. Je ne suis plus sergent. Vous l'êtes? Selon ces papiers, réintégration complète rétrodatée 10 ans. Décharge honorable avec bénéfice complet à partir d'aujourd'hui. C'est le moins que nous puissions faire. Evelyn signe ou indiquer. Chaque signature s'entend comme un autre clou dans le cercueil de sa vieille vie. Il y a une chose de plus, dit Morrison calmement. Jane Doe, ma fille. Je sais que vous avez essayé de la sauver. Je suis désolée. Je ne pouvais pas. Elle connaissait les risques. Elle s'est portée volontaire parce qu'elle croyait en l'arrêt de cela, en l'arrêt de gens comme son père. Son père, directeur Vance était son nom de jeune fille.
Elle a passé 2 ans à rassembler des preuves contre l'organisation de son propre père. Sa mort était la seule façon de le faire sortir au grand jour. Un autre sacrifice, une autre famille détruite par la poursuite d'un savoir dangereux. Elle était brave, dit Evelyn simplement. Elle était stupide. Mais brave et stupide ressemblent parfois à la même chose de loin. Le soleil se couche sur le désert du Nevada, peignant le paysage en nuances de rouge et d'or. L'hôpital de campagne est démantelé. Toute trace des événements du jour effacée. Bientôt, ce sera comme si rien de cela n'était arrivé. Mark trouve Evelyn debout, seule, observant le coucher de soleil. « Alors, quoi maintenant ?» demande-t-il. « Maintenant, nous disparaissons séparément. Pas de contact pendant au moins 1 an. Et après cela, nous voyons si le monde nous a oubliés. Le monde n'oublie jamais. Evelyn. Il se distrait juste par de nouvelles crises. Alors, nous attendons la prochaine crise pour fournir une couverture pour notre disparition. » Samir les rejoint. Ces gens chargés dans des véhicules militaires pour transport vers des installations médicales. « Je vous dois une dette, » dit-il à Evelyn. « Vous ne me devez rien. Si quelqu'un doit à quelqu'un, je vous dois votre sang. Votre sacrifice a rendu les protocoles possibles et votre conscience les a rendus dangereux. Peut-être que c'est la leçon ici, que certains savoirs est trop puissant pour qu'une personne ou organisation le contrôle. Ou peut-être que la leçon est plus simple, suggère Mark. Peut-être que c'est que les humains trouvent toujours des façons de corrompre la guérison en nuisance. Cynique, observe Evelyn, réaliste. J'ai passé 10 ans à observer des bonnes intentions devenir des armes. À un certain point, vous devez accepter que le problème n'est pas le savoir. C'est nous. Rodriguez approche hésitant. Madame, j'ai pris ma décision et je veux tout oublier. Je veux retourner à mon unité et prétendre que cela n'est jamais arrivé. Choix intelligent, approuve Evelyn. Morrison arrangera les protocoles de suppression de mémoire, chimiques, pas chirurgicaux. Vous aurez des trous, mais vous serez en sécurité. Est-ce que je me souviendrai de vous? Vous vous souviendrez d'une infirmière qui a sauvé la vie d'un pilote? Rien de plus spécifique que cela. Rodriguez hoche la tête, le soulagement visible sur son jeune visage. Il salue, puis s'éloigne pour commencer le processus d'oubli. C'est lui le malin, dit Mark. Le reste d'entre nous doit vivre avec ce savoir. Vivre avec le savoir est ce que font les humains, dit Samir philosophiquement. C'est ce que nous faisons avec ce savoir qui nous définit. Un hélicoptère final arrive, non marqué. Noir. Officiel sans être spécifique. Morrison signale qu'il est temps de partir. Hélicoptère séparé. Destination séparée. Vie séparée. C'est l'accord. Evelyn hoche la tête, comprenant. Ce n'est pas un au revoir. C'est un adieu. Après ce soir, Evelyn Reeves cesse d'exister sauf dans des fichiers classifiés que peu verront jamais. Elle monte dans son hélicoptère désigné sans regarder en arrière. Alors qu'il décolle, elle voit Mark monter dans le sien, Samir dans un autre. 3 personnes qui ont changé l'histoire maintenant dispersée pour empêcher l'histoire de se répéter. Le pilote parle à travers son casque. « Ouh, madame, quelque part de tranquille. Quelque part où personne ne regarde 2 fois une autre infirmière essayant d'aider. Je connais juste l'endroit. » Tandis que l'hélicoptère vole dans l'obscurité, Evelyn ferme les yeux et se permet un moment de satisfaction. Elle a sauvé la vie de Mark, empêché une catastrophe d'armes biologiques et détruit un savoir trop dangereux pour exister. Demain, elle sera quelqu'un d'autre. Une autre identité, une autre vie, une autre chance d'aider sans le fardeau d'un savoir mortel. Mais ce soir, pour juste ces quelques minutes, elle est encore Evelyn Reeves, la femme qui en savait trop, a sauvé trop et a payé le prix pour les 2. En bas, le désert avale toute preuve des événements du jour. L'hôpital de campagne est parti, les véhicules dispersés, les témoins éparpillés, à l'aube. Ce sera comme si rien de cela n'était arrivé, sauf dans les fichiers classifiés qui ne verront jamais la lumière du jour, sauf dans les souvenirs de ceux qui ne peuvent oublier, sauf dans le faux protocole maintenant courant vers les laboratoires de Prometheus. Portant en lui les graines de leur destruction, Vance découvrira le piège trop tard. Son organisation tentera les procédures, obtiendra un succès initial, puis regardera avec horreur leurs sujets de test développer des cancers agressifs en semaines. Le scandale public détruira Prometheus. Bien que la vérité de pourquoi leurs expériences ont échoué ne sera jamais révélée, Sparks mourra en garde fédérale et, officiellement suicide.
En réalité, assassinat par des opératifs de Prometheus. Assurant son silence, ses secrets meurent avec lui. Emportant la dernière connaissance institutionnelle des protocoles corrompus, Morrison supervisera la division et l'encodage du vrai protocole 17 Roméo, s'assurant qu'il survive, mais ne puisse jamais plus être consolidé en un lieu où personne. Elle prendra sa retraite peu après. Le sacrifice de sa fille ayant accompli son but, Patterson retournera au Pentagone avec un rapport si classifié que même son existence est niée. Les Joint Chiefs débattront, argumenteront, et finalement conviendront que certains savoirs doivent être préservés, mais jamais utilisés. Rodriguez se réveillera demain avec des trous dans sa mémoire, une accommodation qu'il ne se souvient pas d'avoir gagnée, et une aversion profonde à travailler à nouveau en médecine militaire. Il deviendra enseignant, inspirant de jeunes médecins sans savoir pourquoi il ressent si fortement pour le traitement éthique. Samir et ses survivants recevront un traitement qui aide, mais ne guérit pas, gérant leurs conditions, tout en vivant témoignage des dangers de l'amélioration biologique. Ils formeront un réseau de soutien, s'aidant mutuellement tout en surveillant tout signe de résurrection de Prométhéeus. Mark disparaîtra dans une protection de témoins si profonde qu'il ne sait même pas où il va. Nouveau nom, nouvelle histoire, nouvelle vie construite sur les cendres de l'ancienne. Il portera toujours le souvenir d'être mort 2 fois et sauvé par la même femme. Et Evelyn deviendra quelqu'un d'autre entièrement. Une infirmière de petite ville, dans un endroit où personne ne pose de questions sur le passé. Elle sauvera des vies de petite façon, ordinaires, sécurisées. Elle ne touchera jamais plus le savoir qui l'a rendue fameuse dans les cercles classifiés. L'hélicoptère vole à travers la nuit, la portant vers un avenir dépouillé de tout, sauf l'acte simple de guérir. C'est assez, ça doit l'être. Tandis que les premières étoiles apparaissent dans le ciel du désert, elle murmure les mots qui deviendront son nouveau mantra. D'abord, ne pas nuire, même si cela signifie ne rien faire du tout, même si cela signifie laisser le savoir mourir, même si cela signifie que le monde ne saura jamais ce qu'elle a sacrifié pour le garder en sécurité. L'histoire finit où elle a commencé avec une infirmière perdant tout pour sauver des vies. Mais cette fois, elle choisit la perte. Cette fois, elle contrôle le résultat. Cette fois, elle gagne en refusant de jouer. L'hélicoptère disparaît dans l'obscurité, emportant avec lui la dernière gardienne de secrets trop dangereux à partager. Derrière lui, le désert retourne au silence, gardant ses propres secrets sous un sable sans fin. Dans un hôpital à Las Vegas, 3 patients avec d'étranges symptômes récupèrent naturellement, leur corps combattant des toxines qui auraient dû les tuer. Ils partent, sans expliquer qui ils sont ou pourquoi ils sont venus. Dans une installation militaire qui n'existe pas officiellement, des fichiers classifiés sont créés, encodés et dispersés pour empêcher quiconque de consolider à nouveau le protocole. 17 Roméo. Dans des salles de conseil à travers le globe, des exécutifs qui pensaient acheter le pouvoir ultime découvrent qu'ils ont acheté leur propre destruction. Et quelque part en Amérique, une infirmière d'âge mûr commence sa première garde dans une clinique rurale. Son passé effacé, son avenir incertain, son savoir enterré si profond qu'elle l'oubliera éventuellement elle-même ce qu'elle savait autrefois. La guerre pour le protocole 17, Roméo est terminée. Tout le monde a perdu, ce qui signifie que tout le monde a gagné. Ces histoires finissent ici, mais le voyage continue. Beaucoup de nouvelles publicités et spectacles vous attendent. Et si vous avez apprécié, veuillez prendre un moment pour liker. Vous abonner à notre chaîne E-Story et activer la cloche. À bientôt dans la prochaine histoire. Oh, Lord. What have I done? What have I done? Ugh. Sucks. I'm gonna be the first one to say it. The sugarcane farm, it sucks. I hate it. Every time I look at it, it makes me want to die a little bit more. And it hasn't even existed for that long. That's not good news. I hate the water. I hate the water constantly going, if I'm gonna be completely honest. It's loud. It distracts my thoughts.
And I can only blame myself, is the problem. Oh, Lord. You know what? I think this is enough to get going with. You know what? I'll even put a little something around. There you go. Making the most of all my resources. How about that? Okay. Time to level a mountain and use the dirt. I've done so much digging. I'm so over digging. I want to do some trades and then I want to go on an adventure. Shit, do I still have my fish? I do. I maybe even want to get a new cat as well. Anything other than being close to that water. Just take me away. Alright, fellas. What can I do you for? Actually, you should probably do with another bed or two, half, so I can have another librarian. That is so doable. Let me go get some wool real quick. How do you breed sheep? Pray tell. Are they wheat-based organisms? Oh, brother, when I get under there, it's gonna be cooked. It's gonna be no good. They are wheat-based organisms, basically. Basically great. Love each other. You don't. Oh, they've made a little lighter baby. It's perfect and it's beautiful. That goes in there, and then I had dye. Did I not? Did I put it in one of these boys? Weagles? Yes, I did. Crank that dye real quick. What is a nice trick for pens? Oops. My bad, homie. My bad, homie. Nice try. Make some carpet. Make some carpet. Put them on top of the fence. Oh, and then can I jump onto it? So I can... I could believe that to be a thing. Carpet's probably one of those. Nope. Oh! It's a DOS. Huzzah! Great. Fortuitous success. Okay. So that's the thing I could do now. But what I want is bed. What you gotta understand about me is I want bed.